Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur spécialiste de l'endurance et des courses historiques. Bien sûr, il en est question et il en sera question dans cet épisode. Geoffroy Barre, salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ouais, clairement, là je suis encore dans cette ligne et j'ai peut-être plus la tête dans les compétitions historiques que dans le moderne d'ailleurs là, tu vois. Bon, il faut que tu tiennes encore une heure, t'en es à 9232 tours, il faut arriver à ces 10 000 tours pour conclure ce 75e numéro de notre podcast évidemment. On va revenir sur les 6 heures d'Austin qui, une fois n'est pas coutume, se sont déroulées en partie sous la pluie. On s'attendait à avoir des chaleurs folles, ça n'a pas du tout été le cas. Alors eh bien, comme vous le savez dans l'Endurance Club, on va justement vous donner des chiffres, on va vous donner des petites infos, des statistiques qui suivent cette épreuve, ces 6 heures d'Austin, pour vous permettre d'encore mieux connaître ce monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et au sommaire de cet épisode, évidemment sans surprise, on va revenir sur la victoire de Porsche, oui, qui retrouve le succès en WEC, le point au championnat que ce soit en hypercar ou en LMGT3 bien sûr, quelques petites nouvelles, des transferts qu'on a pu apprendre par-ci par-là, et puis bien sûr on conclura avec c'est quoi ton actu et la top question, parce que c'est un rendez-vous qui est apprécié mon cher Geoffroy, tu as eu raison de le mettre en place ce rendez-vous avec donc la top question qui va nous intéresser. J'aime bien le dire à l'anglaise, hein. C'est pas grave, sinon la question ça fait non mais ça fait une semaine que tu attends avec ta question. Ah bah oui. Je plaisante. Non, ça fait pas une la semaine prochaine question. Ouais, non mais c'est bien effectivement t'as raison aussi de faire ce petit sommaire comme ça on sait où on va. C'est bien. Voilà, exactement. Donc le WEC, on connaît bien évidemment, vous connaissez, on est entre spécialistes. On sait aussi que depuis le début de saison, Ferrari a beaucoup gagné. Cadillac a réussi à s'imposer au Brésil. Eh bien, cette fois-ci, c'est au tour de Porsche qui, dans la chaleur texane, ou quasiment, eh bien, a réussi à s'imposer. En tout cas, c'est une victoire à domicile pour Porsche Penske. Une édition arrosée comme en 2014 finalement. On a eu quelques interruptions. On a pu rouler sous la pluie et ça, merci Eduardo et bravo, parce qu'on a eu de belles passes d'armes. Et moi je voulais tout simplement savoir ce que tu avais pensé de cette course, Geoffroy, qui avait eu un petit peu plus des allures de sprint ou d'une course de LMS de 4 heures, plus que d'une course de 6 heures de WEC, puisqu'on est arrivé péniblement à 120 tours, alors que d'habitude à Austin on a l'habitude de faire 180, 185, 190 tours même parfois, mais il y a eu beaucoup de voitures de sécurité, beaucoup d'interruptions, et donc finalement on n'a pas eu beaucoup de courses, mais ça a quand même été assez disputé, on a eu des belles images. Ouais, on a eu de belles images. Après, Non. on a eu si. Non, j'allais te dire, j'avais les yeux un peu baladeurs parce que j'avais les yeux à la fois sur l'écran de la course et puis moi avec mes missions qui m'incombaient en cette fin de dimanche. Oui. Pas très loin encore du Castellet, donc j'ai pas forcément eu tous les détails, etc. En termes d'image. Oui, effectivement, c'était sympa d'avoir les voitures sous la pluie. J'ai eu peur quand même pendant longtemps parce qu'on a fait, je sais plus, 17 tours, un truc comme ça, avant que ça s'arrête, le drapeau rouge. Quasiment une heure. Ouais, le cafouillage sous safety car. La voiture de sécurité qui sort une à une autre qui est au milieu du peloton. Mais du coup, on va repositionner les voitures. Alors, Eduardo qui nous a énuméré tous les numéros de voitures pour les remettre dans l'ordre. C'était quand même confus, mais bon, la pluie amène toujours de la confusion. Alors en plus là, quand t'amènes de la pluie aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est encore plus confus parce que là-bas ils savent pas ce que c'est rouler sous la pluie. Donc c'est vrai, c'est rare. Donc ça a rajouté un peu de confusion. Il y a eu des petites phases où voilà, j'ai eu peur qu'on ait vraiment pas un simulacre de course, mais tu vois, est-ce qu'on va en avoir une vraiment? Finalement après c'est parti et on a eu sur les, comme tu dis. On a eu moins de phases de course que d'habitude, mais on a eu à chaque fois que ça roulait et qu'on était en condition de drapeau vert, des trucs sympas, à la fois des figures, je pense à Phil Hanson notamment sur la 499P jaune, je trouve que c'était très sympa de le voir assez souvent en dérive, du contact, des beaux contacts même, et donc non, il y a eu du spectacle, ouais, j'ai bien apprécié. Ouais, une Toi aussi, j'espère. Course, une épreuve. Oui, non, mais qui a été ouverte par Simon Pagelot qui a agité le drapeau américain. Donc on était content de voir Simon qui est toujours évidemment très apprécié. Et donc forcément à Austin sur le circuit des Amériques, c'était également le cas. Il n'a pas été facile pour les pilotes justement de s'acclimater à ces conditions. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'intervention de Jules Gounon au micro de chez Adams qui expliquait qu'il n'avait jamais roulé sous la pluie avec l'Alpine avant donc cette épreuve. Donc il a fait le tour de mise en grille finalement. C'est Fred Mako qui lui a laissé faire dans la 36 pour qu'il sache un petit peu comment faire avec une Alpine Hypercar sous la pluie. Ça
ça m'a vraiment assez surpris. C'est-à-dire que pendant toute leur séance d'essai, ils n'ont jamais été marqués par la pluie chez Alpine. Ouais, après, il est quand même Bizarre, non ? relativement... Ouais, mais il est relativement jeune dans le programme Jules Goulon. C'est vrai. Enfin, le programme Alpine est jeune, c'est que la deuxième saison, et puis là, il n'était pas sur une saison complète l'année dernière, et après, c'est vrai que quand tu commandes quand tu réserves un circuit pour rouler, tu commandes pas la météo en même temps. Non. Ça fait pas partie des paramètres comme en jeu vidéo que tu peux régler. Donc, Bernie Ecclestone avait essayé de mettre ça en place, des arrosages automatiques. Je crois qu'on peut le faire quand même au Castellet. Ouais, décidément, j'allais dire, tu veux nous parler du circuit Paul Ricard quand il s'appelait encore le HTTT. Il y a plus de... Je suis déçu, il y a plus de... J'avais envoyé un photographe ce week-end, je lui avais demandé, Pierre-Yves Rion. Je lui ai dit, si tu trouves des vestiges du passé et que tu me trouves un endroit où il y a encore marqué HTTT, je veux bien une photo. Et non, mais ça a l'air compliqué. Il m'a dit qu'il y a peut-être 2-3 endroits quand même où ils ont un peu oublié. Il y a des trucs qui sont restés genre figés d'il y a 10 ans, tu sais, mais des détails quoi, genre les arrières de rails ou des... Enfin, tu vois, des trucs pointus. Mais non, ça a disparu. Effectivement, c'est vrai qu'il tentait de simuler ça au Paul Ricard. Ouais, après, c'est le hasard, mais ça va, ils se sont bien acclimatés. Enfin, les pilotes sont quand même professionnels et ils trouvent rapidement le rythme. Ça a été le sujet, effectivement, la pluie. La gestion de la pluie pour organiser la course. Donc, finalement, on a vu qu'il y a eu un départ. Et après, la gestion de la pluie pour les pilotes et les équipes avec les bons pneumatiques. Enfin, je rentre direct dans le vif du sujet, mais c'était ça. C'est ça qui a amené à la décision, pas en hypercar, mais du coup en GT3 pour le coup. Oui, tout à fait. C'est ce qui est intéressant dans les courses sous la pluie. Bien sûr, ça apporte des stratégies où on sait qu'on a le crossover en bon anglais, donc c'est-à-dire le moment où finalement la piste est plus rapide si on a des pneus slick, mais on peut se faire piéger aussi parce que la trajectoire est vraiment sèche mais très fine. C'est le moment où finalement les pneus pluie ne sont plus aussi efficaces que les pneus slick. Donc voilà, c'est ce fameux crossover qu'on a en fin de course puisque le soleil revenait et c'était d'ailleurs un très très beau coucher de soleil en fin de course. On apprécie toujours ici à Austin. Moi j'ai eu peur aussi qu'on ne lance pas cette épreuve. On a eu une voiture de sécurité pendant longtemps, mais on se met à la place des Dordo Freitas. En même temps, lancer des voitures sous la pluie à pleine vitesse, sachant que un peu comme en Formule 1, on a beaucoup d'eau qui est levée par ces autos, c'est toujours un peu délicat. Il y a eu la décision en fait de mettre un drapeau rouge après donc 1 heure à tourner sous safety car et parce que le temps s'écoulait, parce qu'il y avait aussi ce problème avec la voiture de sécurité qui, comme au moment, à force de tourner, finalement, le plein, il s'en va vite. Moi, ça me fait rire. On a eu des commentaires des fois qui disaient, mais enfin, je comprends pas, le safety car, il tombe en panne. Bah oui, mais ça fait 1 heure de roulage quand le safety car est quasiment à fond. Forcément, ça consomme une Porsche. Enfin, je veux dire, qui s'en étonne? J'avoue, ça m'a un petit peu surpris ces commentaires. Le petit cafouillage, on va en parler tout de suite, évidemment. C'est pour ça qu'on en a eu 2 à un moment donné de safety car, parce qu'il fallait bien qu'il y ait une voiture de sécurité qui rentre, qu'on remette du carburant, donc on a envoyé l'autre. Bien sûr. Et puis on s'est retrouvé un moment à en avoir 2 parce que celle qui était rentrée et qui était refuelée est repartie en piste. C'est là où ils ont cafouillé complètement. Oui, alors après il y a eu aussi autre chose, c'est que les équipes n'ont pas été prévenues à la radio comme il fallait, à savoir donc suivre le safety car qui allait refueler dans la voie des stands, puis ensuite être à la sortie des stands derrière le nouveau safety car. Et certains n'ont pas eu ce message, voire même l'intégralité des équipes. Et donc certains pilotes ont été logiquement dans la voie des stands parce qu'ils suivent le safety car et d'autres sont restés en piste. Voilà. Bon, parenthèse refermée, on a retrouvé nos petits, les voitures ont été remises dans le bon ordre. Ça peut arriver aussi, comme tu le disais, quand il pleut, on est tous un petit peu perdus, on se précipite et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu aussi dans la voie des stands. Moi je vais quand même noter que Ferrari ne s'est donc pas imposé ici à Austin, contrairement à l'année dernière avec la voiture jaune de l'équipe AF Corse. Et justement, cette équipe, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu en délicatesse parce que déjà, tu as parlé des pilotes qui étaient un peu brouillons. Je parlerai aussi de Robert Kubica qui en fin de course était extrêmement agressif et dans la voie des stands, en fait, ils se sont gênés. C'est-à-dire qu'on a la voiture numéro, je crois que c'était la 54, donc de l'équipe AF Corse en GT, qui s'est arrêtée et qui en fait a gêné la voiture numéro 83 alors à ce moment-là, je sais plus si c'était Yifeye ou si c'était Phil Hanson, mais t'imagines, on se gêne entre voitures de la même équipe, pas de la même catégorie, quoi. Ouais, j'ai vu ça, mais ils peuvent plus se dépasser dans les stands, donc ils ont pas anticipé le truc. Non, mais oui, effectivement, peut-être plus fébrile que d'habitude chez Ferrari, c'est vrai. Il y a même eu aussi un arrêt parce qu'on va signaler quand même
on va en parler, j'imagine, ça te fait plaisir. Je sais que t'as le drapeau français sur le cœur, la main sur le cœur et le drapeau français, mais Peugeot qui a bien géré et qui notamment a eu à un moment un arrêt plus rapide que chez Ferrari, donc faut le signaler aussi. C'est vrai que c'était un poil plus lent, poil moins maîtrisé. J'ai trouvé qu'il y a de la précipitation. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être moins aussi l'envie d'aller les chercher, hein, parce qu'ils ont quand même fait le taf, quoi. En termes de victoire, ça y est, juste comment ils ont déroulé. Là, on a eu la victoire Cadillac avant, victoire Porsche. Je sais pas s'ils vont complètement débrayer et ne plus aller chercher des succès, mais peut-être qu'il y avait ça, tu vois, cette nervosité un petit peu de... Et, je sais pas, c'est peut-être un élément, tu vois. Après, il y a aussi peut-être quelque chose qui n'a pas été trouvé dans les réglages et dans l'adaptation de la voiture, parce que c'est tu possible, me disais en off avant qu'on prépare l'émission, mais tu avais totalement raison. C'est surprenant qu'on n'ait pas cette surdomination des LMH, ou en tout cas que c'est surprenant surtout que ce soit une LMDH qui gagne, parce que sous la pluie, normalement, les 4 roues motrices ont un vrai avantage. Surtout là-bas, où c'est un circuit où j'ai l'impression qu'il y a énormément de zones où tu dois motricer, et où tu dois... tu vois, l'épingle avant la grande ligne droite, tout le secteur sinueux, le grand double droite à la fin, tout ça c'est des endroits où quand t'as les 4 roues motrices, t'as quand même un putain d'avantage, quoi. Ouais, exactement. C'est ce qui m'a frappé finalement, moi, de ne pas voir, outre Peugeot et Ferrari, parce que quand même, ils sont au rendez-vous, mais ne pas voir Toyota. Je m'étais engagé à dire que Toyota allait faire un bon résultat à Austin, et ben encore raté. Toyota qui n'a jamais gagné aux États-Unis, bon bah c'est pas en 2025 que ça sera le cas, et c'est extrêmement surprenant dès les qualifs, hein, d'ailleurs, parce qu'elles ont été un petit peu difficiles pour les pilotes, des conditions qui changeaient, des voitures qui n'avaient pas roulé sous la pluie jusque-là, et donc bah, les réglages, comme tu le disais, difficile aussi à trouver. La hiérarchie a été un peu modifiée. On a les Aston Martin qui étaient un temps très bien placés, les Peugeot qui ont montré être très à l'aise sous la pluie, même en qualif d'ailleurs, hein. Malheureusement, c'était mal parti, hein, ce week-end. Une pénalité pour la 93 qui est qualifiée 3e a dû partir plus loin sur la grille pour non-allumage du feu de pluie obligatoire en qualif. C'est un peu sévère, je trouve, de la sanctionner de place et peut-être pas forcément d'argent pour le constructeur, mais c'est comme ça. C'est vrai. Et puis, cette même 93, pour le tour de mise en grille, est sortie au feu rouge. Et donc, drive-through. D'entrée de jeu, ça partait mal pour Peugeot quand même, hein. C'est pareil, dans l'exécution, c'est questionnable. Mais tu fais bien de préciser, il y a Peugeot, parce que je l'ai évoqué, et il y a Aston Martin. Aston Martin, elles étaient vraiment très à l'aise à un moment. Quand il y a eu des interviews, justement, mi-course, si on passe la première phase sous drapeau rouge, chez Adam, elle les voyait déjà sur le podium, limite en train de gagner. Enfin, en fait, il y avait un excès d'optimisme, mais je me suis dit, non, attends, ça va peut-être pas durer la pluie, etc. Ça aurait pu. Parce que justement, c'est une LMH et non pas une LMDH. Mais surtout, c'est vraiment ce que j'en retire. Surtout, je vais aller plus loin, c'est une LMH, donc 4 roues motrices, et en plus, elle est au poids. Ouais, voilà, elle a pas d'hybride, c'est-à-dire qu'elle est au poids. Alors, je sais pas quelle était sa BOP ce week-end, si elle était à 1030 ou un poil plus, etc. Mais en tout cas, elle a pas le système hybride non plus. Donc, en termes de répartition du poids, on a vraiment une voiture où ils ont... Même s'ils se sont mis la contrainte d'avoir une voiture qui ressemble à une Valkyrie, alors qu'elle n'est pas vraiment basée sur la Valkyrie de série, je pense qu'ils ont quand même une répartition des masses qui est idéale et qui est en tout cas plus simple à gérer que quand t'embarques un système hybride. Donc, elle devait vraiment être relativement à l'aise sous la pluie, quoi. Ouais, c'est vrai. 1030 kilos, tu vois, confirmation pour... la Valkyrie, avec une performance en fait identique à son homologation, si je puis dire. Donc cette Aston, moi, elle m'a bien plu et ça a été assez encourageant, je dirais. Il y a eu malheureusement des petites sorties. Tom Gamble qui s'est fait piéger en début de course, au moment où la course était relancée, au même endroit d'ailleurs que l'Alpine de Fred Mako. Et malheureusement, ce sont les deux voitures qui ont été contraintes à l'abandon. Et tu vois, tu disais en rigolant, enfin pas en rigolant, mais en souriant, elles n'ont pas de système hybride et donc c'est un avantage. C'est un autre avantage aussi parce que BMW a eu des problèmes d'hybride justement à force de rouler dans l'eau sous safety car, il y a eu des problèmes d'isolation. Ouais, moi Aston Martin c'est les problèmes mécaniques pour le coup parce que même si on n'a pas d'hybride, il reste quand même de la mécanique, c'est soucis d'embrayage. C'est vrai. Sur la 007, l'autre je sais pas si c'est vraiment ça ou en tout cas il y a eu je fous le coursiello, il y a eu quelques petites difficultés, j'ai vu bref voilà. Mais et chez BMW c'est malheureux. BMW, oui, ça va arriver quand la victoire, je sais pas, en WEC. Bonne question. Voilà, c'était pas l'idéal, on l'a dit, une LMDH c'était en théorie pas l'idéal. C'est quand même un peu surprise, mais bon, il y a un écart très faible, hein, parce que Porsche
Porsche s'impose, mais il y a Ferrari quand même qui est dans les échappements. Il y a 8 secondes, c'est ça, sur la ligne, un truc comme ça, ou je sais plus, non? C'est ça, il y a très peu, il y a 8 secondes 6 Ouais, voilà. entre la Donc, Porsche numéro 6, des champions de ouais. l'année dernière quand même, hein, il faut bien le dire, Oui, et la Ferrari enfin, numéro 50. de Vanthoor et Est, ouais, parce que c'est la première victoire de ce trio, puisque l'année dernière c'était André Lotterer. Mais surtout, c'est la revanche des 24 heures du Mans, où c'était l'inverse. Ben C'était oui. une Ferrari devant avec 8 secondes sur la Porsche, donc ça s'est joué quand même à pas beaucoup, et on aurait pu faire une conclusion totalement différente en se disant c'est normal que Ferrari gagne. Alors tout le monde aurait dit voilà, ça y est, encore la BOP. Non mais Ferrari aurait gagné, et c'était normal parce qu'ils ont une LMH, tu sais, ça s'est joué vraiment à Évidemment. moins d'une dizaine de Et alors secondes. justement, j'allais en parler et j'allais dire que Ferrari a été quand même largement bousculé par cette fameuse Porsche. Pas la 5 malheureusement pour nous parce qu'il y a plus de Français sur la voiture, mais heureusement pour Kevin Estre et pour Lorenz Vanthoor ainsi que Matt Campbell. Franchement cette Porsche, moi je dis que depuis le début de saison c'est elle qui est la plus impressionnante, même si ça ne se voyait pas sur les victoires et sur beaucoup de podiums, mais au Mans la prestation elle a été parfaite. D'ailleurs à la radio à Kevin Estre c'est ce qu'on lui a dit, on a dit mais vraiment vous êtes inarrêtable, vous êtes vraiment au top et c'est vrai. Parce que Kevin, il va la chercher cette première place. Oui, il y a eu un petit débat en disant ah mais il y a un petit contact, il aurait dû être pénalisé, mais non, il part comme il faut, il freine comme il faut. Il y a un tout petit contact de rien du tout avec la voiture de Pierre Guidi. Ça arrive, c'est comme ça, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'elle a du panache, Kevin Estre, et il va s'imposer. 4e victoire avec Lorenz Vanthoor en WEC. La première victoire, tu le disais, de ce trio et donc de Matt Campbell, qui est le premier Australien à gagner depuis 2016 et depuis Mark Webber. Donc ça faisait plaisir. Et surtout, ce que je dois dire, c'est que effectivement, c'est la seule LMDH dans les 5 premiers, cette Porsche. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que ce trio, il est fantastique et que cette Porsche, elle est vraiment déjà mythique. La numéro 6, j'entends. Trio fantastique, je n'ai pas parlé de Toyota, évidemment. C'est complet. J'aime bien quand t'es comme ça, tu fais des envolées lyriques comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire Si je voulais dire, j'ai lu les réactions de Kevin Estre. Qui expliquait en fait ce que je trouve assez marrant dans cette aventure Porsche, dans cette épopée 963, c'est que moi qui suis extérieur à ça, je vois les équipes comme des entités, c'est-à-dire je me dis que les pilotes font partie d'une famille, enfin d'un constructeur, qui selon le constructeur, il y a une ambiance familiale ou non, mais en tout cas tu fais partie d'un projet, t'es chez Porsche, t'es chez Ferrari, etc. Chez Porsche et chez Ferrari, il y a vraiment cette logique de... Alors, je commence par Ferrari. Il y a toujours eu cette logique de la 50 contre la 51. Eux, ils ont gagné, nous, on n'a pas gagné. En plus, cette année, c'est la 83 qui gagne. Chez Toyota, c'était ça à l'époque. Hein. La 7 et la 8, genre... c'était la 8 qui gagnait tout. Qui gagne. Ouais, voilà. Chez Porsche, je l'avais moins senti. Et là, il a fait une déclaration qui venait en disant, bah voilà, la 6, ça fait quand même plusieurs années qu'on est au top. Ça fait plusieurs années que sur la 6, nous, machin. Et alors, je suis pas en train de dire qu'il est pas team player. Est-ce qu'il a des parts chez M6 Je ne sais pas. Je suis pas en train de dire qu'il est pas team player parce que je pense que Kevin Estre, c'est genre un des gars qui doit être vraiment super cool et partageur et qui crée cette alchimie justement globale. Sinon, il serait pas là. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette vision de voiture, tu vois, de numéro, genre nous. Et moi, ça m'échappe un petit peu, mais effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment eux qui sont au niveau. Bah oui. Et ça fait 2 saisons. Et donc, le choix d'enlever André Lotterer, de faire un équipage à 2 seulement, de rajouter le fusible Matt Campbell, a fonctionné là. Donc pari réussi. Oui, c'est vrai que c'est la Porsche qui émerge tout le temps, quoi, qui reste. Ouais. Et si tu veux, je comprends ta position en disant que c'est une équipe qui gagne, etc. Mais je comprends aussi Kevin Estre et à un moment donné, et puis Lorenz Vanthoor, c'est pareil, à l'issue des 24 heures du Mans, il y avait cette frustration parce que j'ai quand même confirmé, hein, ces fameuses 42 minutes, c'est un record. On n'a pas eu dans l'histoire des 24 heures du Mans une voiture qui s'est arrêtée moins sur l'ensemble de 24 heures que 42 minutes. Donc déjà, ils ont été parfaits au niveau de la stratégie, au niveau de l'exécution. Et c'était cette Porsche numéro 6. Et ils ont échoué aux 24 heures du Mans, alors que rien n'était favorable pour eux, si tu veux. Ils ont échoué à quoi? Moins de 10 secondes. Donc, je comprends maintenant pourquoi ils veulent absolument affirmer aussi que la différence, elle vient aussi d'eux. Je trouve que le trio Christensen, Jaminet, Andauer, il est génial. Mais Estre, Vanthoor, ils s'entendent comme la roue en foire. Matt Campbell, on sait que c'est un client. Il nous a parfois déçus et on l'a dit dans l'Endurance Club, mais là franchement il a été vraiment irréprochable. Et le meilleur tour en course, j'insiste lourdement, mais il est pour une voiture LMDH, il est pour cette Porsche numéro 6 avec Kevin Estre. Et quand même, quand tu vois le classement, je vais même aller plus loin. Je disais que dans les 6 premiers, tu avais une seule LMDH, tu as les Cadillac derrière 6 et 8, mais sinon tu as vraiment que des LMH autour. Et toutes les LMDH, malheureusement, tu les retrouves en dehors
du top 10, quoi, hein, ou quasiment. Donc, je crois pas que ce soit un hasard, et de retrouver cette Porsche vraiment aux avant-postes, bah, tu te dis qu'il y a une vraie alchimie, ils se comprennent, et je dirais pas qu'on est dans une ère comme Tréluyer, Lauterer et Fessler, mais on en est pas loin avec un S Reventor. Ouais, c'est vrai. Je regrette que ce soit pas avec Michael Christensen. Ça aurait fait une vraie passerelle avec l'épopée 2018 quand ils avaient gagné en GTE Pro. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que tu crois que Porsche, je pense pas que, je pense pas que non, cette non, victoire, non. je pense pas que cette victoire à Austin va changer la direction qui va être prise par justement la Je crois direction de pas non Porsche plus. sur Mais l'avenir. je suis pas sûr que Kevin Estre ait fait cette déclaration dans ce sens-là. C'est Non, non, non. plutôt de se dire, au vu des autres constructeurs aussi, de dire, bon, quand même, on est là, on existe. Enfin voilà, il y a les voitures, il y a la balance de performance, mais il y a aussi les performances individuelles, quoi. Ouais. Non, mais je suis carrément d'accord. Ce qui me frustre pour eux, je sais pas parce que je suis un porchiste que je dis ça, mais ce qui me frustre pour eux, c'est que Le Mans semble se refuser la 963 et plus le temps passe, plus Le Mans C'est vrai. se refuse, quoi. Ça fait 3 fois maintenant. Alors que, Ouais. encore une fois, on l'a dit, il y a l'exécution qui va bien et il Bah, y tu aurait viens de le eu des dire. possibilités pour. Tu viens de le dire, il y a l'exécution qui finalement est parfaite en fait, puisque c'est la voiture qui dans l'histoire s'est le moins arrêtée. Enfin, ils ont tout fait, on l'a vu, le rythme. J'ai l'impression que la Ferrari en fin d'épreuve, là je rebascule sur les 24 heures du Mans de cette année, Ouais. J'y ai peu cru à la victoire de la Porsche. En fait, bah, tu sais, c'est pas un secret, je m'occupais de rédiger l'article, le résumé de la course pour le site officiel. Mhm. Et évidemment, moi, je me dois le but c'est de le sortir à 16h05. Donc je me dois d'anticiper qui va gagner. Donc au fur et à mesure, tu construis l'article. Et quand il y avait ce run final Ferrari contre Porsche, je t'avoue que moi, j'avais déjà titré Ferrari s'impose. Enfin, j'y ai jamais trop cru parce que je sentais que la Porsche était même plus à 100%, enfin si 100%, parce que Kevin Estre, si tu lui dis qu'il était à 101%, il dit bah non, à 101% t'es dehors. Donc ils étaient à 100%, 100, ils ont tout maximisé, et devant je sentais que la Ferrari était pas... Ça gérait, j'avais quand même une forme de gestion, quoi, ça se sent. Et c'est vraiment dommage, et j'espère que Le Mans saura, je déteste ces phrases-là, tu sais, Le Mans choisit son vainqueur, mais j'espère que Le Mans saura quand même à un moment être reconnaissant envers l'effort, l'engagement qui est fait, Oui. non pas seulement par Porsche, mais surtout par ces deux gars, Estre, Vanthoor, et je mets Campbell, allez, ça y est, je l'adopte, et je mets aussi Campbell dedans par ces trois-là, quoi. Non, mais vraiment, ça, je trouve que ça serait une récompense, que ça soit avec Porsche ou avec un autre constructeur. Pour l'instant, ça semble quand même plus plausible avec Porsche. J'adorerais que ces trois-là soient récompensés, quoi. Ouais, non, mais je suis bien d'accord. En tout cas, Porsche, là, vraiment, c'est illustré. Et encore une fois, duel face à Ferrari, vraiment. Et Kevin est allé à l'abordage et il a su résister en fin de course. Non, mais c'est vrai, face à Molina qui faisait un bon travail aussi. Hein. Molina, lui, il était assez occupé avec la Cadillac d'Alex Lynn en fin de course. Donc, c'était assez intéressant aussi. Il y a eu pas mal de luttes, moi, je trouve. Et ça, c'était sympa. Mais voilà, pour dire que Porsche décroche sa 21e victoire en WEC. La 4e en hypercar, la 4e d'ailleurs aussi à COTA, tu aimes bien que je dise COTA, le circuit des Amériques à Austin. Et donc bah voilà, ça a prouvé que c'était vraiment une belle course. Ferrari n'a pas démérité, attention, pole position pour Kubica, mais je trouve que en course, encore une fois je me répète, mais la 83 n'était pas vraiment au rendez-vous. Je me dis que sans la crevaison, peut-être que la 51 aurait pu terminer deuxième. Voilà, ok, mais pour gagner, je pense que c'était un petit peu plus compliqué parce que mine de rien, même toute LMDH qu'il fut, ou qu'elle fut, cette Porsche numéro 6, je crois qu'elle avait un petit truc en plus, comme dirait Artus. Et vraiment, ben voilà, bravo, je voulais souligner cette performance. Bravo à Porsche. On salue aussi Ferrari parce que c'était un bel adversaire, mais on va aussi saluer surtout attends, juste avant de basculer, juste quand même, tu as remarqué que c'est James Calado qui a été au bureau des pleurs. C'est lui qu'ils ont envoyé ce coup-là avec le petit dossier, parce que d'habitude c'est Pierre Guidi qui fait ça. Donc là ils ont changé, ils se sont dit peut-être qu'il aura plus de chance. L'anglais, ça marche pas, puisque James Calado a quand même ça aurait dû être pénalisé, le move de Kevin Estre. Regardez, en GT3 ils ont mis une pénalité de 5 secondes. En fait, on peut faire la course ou pas, James Non mais, alors déjà ça, moi je trouve que cette pénalité, on y reviendra tout à l'heure parce que ça a quand même changé le vainqueur en NMGT3. Alors bravo d'avoir pris la décision en temps et en heure, par contre, ça c'est bien parce que sur le podium, on l'apprenne pas aujourd'hui, quoi, parce que oui, c'est ça. Ça c'était top. Par contre, bon, c'est vrai que ça paraît un petit peu violent comme sanction
en LMGT3, et là ça l'aurait été violent de toute façon parce que le contact il est tout minime, c'est plus de la malchance qu'autre chose parce que si on n'a plus le droit de se battre, bah, disons-le, mais ça reste une compétition quand même. Donc à un moment donné, le freinage pour ceux qui n'ont pas vu les images, je pense que vous n'êtes pas très nombreux, mais on va quand même vous les décrire ces images. En fait, Kevin Est plonge à l'intérieur du premier virage, et puis bah, il freine, il retarde son frein, et il écarte un petit peu. Pierre Guidi est là, il y a un tout petit contact, mais vraiment de rien du tout, entre l'arrière droit de Kevin Estre et l'avant gauche de Alessandro Pierguidi, et malheureusement, cette roue avant gauche crève. Mais c'est le jeu, c'est la course, et je crois pas que ça méritait une pénalité, non? Kevin Estre a expliqué que ça faisait pas mal de temps qu'il... Donc là, c'était un restart, hein, pour donner les infos, et Oui. en fait, il a quand même... réfléchi et préparé et amené ce dépassement, et il a été surpris de voir Pierre Guidi freiner plus tôt. Bah, après, c'est un tour de, enfin, on est sur de la relance, donc tu vas pas aller prendre ton point de freinage habituel, puisque là, on a passé un petit moment derrière la voiture de sécurité, donc t'as pas les pneumatiques en température, t'as pas les freins qui sont chauds, etc. Donc, eh ben, Kevin Estre aussi. voilà, Tu vois ce que non, je veux mais dire, voilà. c'est aussi la technique Ce qu'il que je veux faut dire, c'est avoir, parce que ouais, voilà, si c'est le ça. pneu crève, c'est aussi peut-être parce qu'il n'était pas dans la bonne fenêtre de température au moment de la relance. Ouais, et puis surtout, Estre, en fait, ce qu'il a dit, c'est que il fallait qu'il le fasse rapidement, ce dépassement. Mais je pense pas qu'il avait en tête de le faire là, tout de suite, quoi. Tu vois, il s'est dit, Non. va pas falloir que je laisse s'échapper. Mais c'est plus de l'opportunisme, et la réaction de James Calado, je chambre un peu en disant qu'il a été pleuré, mais enfin, oui, non, à peine. C'est juste que, bah, lui, c'est normal, de son point de vue, il est frustré, évidemment, puisqu'il est sur la voiture qui est concernée et qui Ouais, a la est-ce que crevaison. t'acceptes pas? Je veux dire, il aurait pas gagné de l'année et ça aurait été sa première victoire qui lui soit Oui. retirée. Je veux bien. Mais Là, c'est surtout, bon, lui, quoi. il se dit, comment dire, il y a ce contact, mais il n'y a pas de crevaison, à aucun moment il demande une pénalité. Bah oui, En fait, c'est juste parce pour que ça que je là, comprends pas. il se base sur les conséquences pour dire il faudrait pénaliser Kevin Estre. Tu sais, c'est à chaque fois ce débat qu'on a. Est-ce qu'on juge l'événement ou est-ce qu'on juge les conséquences? L'événement lui-même, je suis désolé, mais pour moi, c'est de la course. Enfin, si on veut pas qu'il y ait ça, et si on veut pas prendre de risques, et si on veut pas faire de course auto, mais enfin, allez faire autre chose, hein, franchement. Il y a plein de sports qui sont pas traumatiques et où il n'y a pas de contact, donc faites ça. Et c'est là, Mais tu vois, mais moi, en tout cas, exactement. pour l'accident en lui-même, là, comment on appelle ça, l'événement, enfin, ce qui s'est passé, pour moi, il y a pas à déclencher de pénalité. Et c'est pas parce qu'il y a une crevaison derrière qu'il faut entraîner une pénalité. C'est bien cet exemple parce que tu vois, à force d'en parler avec toi aussi, ça ouvre les possibilités. Comme on ne juge pas, et bravo au collège des commissaires, les conséquences, bah, en fait, il n'y a pas eu de pénalité quand il y a eu un contact qui a généré une crevaison, alors qu'à l'inverse, en LMGT3, il y a eu une pénalité alors qu'il n'y a rien eu de conséquences, j'allais dire. Entre la Ford et la Ferrari, il y a eu un petit contact. Finalement, à revoir ces images dans ma tête, là, entre la Ferrari donc de Rigone et la Ford numéro 88, je crois, mais en fait, c'est qu'il est parti de trop loin, trop tard en fait. C'est ça qui lui a été reproché. Et donc il a limite mis les quatre roues à l'intérieur du virage dans lequel il se trouvait, le virage gauche. Et c'est de ce fait qu'il a été pénalisé. Moi j'ai trouvé que c'était trop sévère, mais effectivement, s'il y avait une des deux manœuvres qu'il fallait sanctionner, c'était effectivement cette manœuvre de la GT3. Mais tu vois, à force d'y réfléchir et à en parler avec toi, c'est vraiment ça qui a été sanctionné, c'est que la manœuvre de Rigone, elle était trop tardive, elle était trop violente, il est vraiment allé un peu écarter la Ford. Alors certes, c'est un tank, donc la Ford, elle n'a pas bougé, mais si ça avait été peut-être une autre voiture, j'en sais rien, eh ben ça aurait pu l'écarter à l'extérieur. Donc tu vois, je comprends mieux pourquoi on a mis cette pénalité. Pour moi, c'est lourd, ça aurait mérité peut-être un avertissement, voilà, Et, pas une pénalité. et après, par contre, là, je m'avance, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Les pilotes ont quand même, il y a quand même un dossier à leur nom, c'est-à-dire que c'est pas, ils ont pas un casier avec la liste de leurs erreurs, mais à un moment, là, il n'y a pas eu de pénalité et on les laisse courir. Donc je parle de la Ferrari face à la Porsche en hypercar, oui. Kevin Estre, Pierre Guidi. Mais il y a un moment, je pense que la fiche de Pierre Guidi, même s'il y a peu de pénalité, on note quand même qu'il a été impliqué dans un contact qui a entraîné une crevaison. Ceci, cela, machin. On sait quand même que le pédigré d'Alessandro Pierguidi est plutôt chargé. Et celui de Kevin Estre un peu moins. Tu vois ce que je veux dire, c'est que faut aussi composer avec les personnes. À un moment, je pense que là, tu mets pas de pénalité. Je pense que par contre, si ça arrive sur 3, 4, 5 courses, à chaque fois, Pierguidi, quand il est au volant, il y a un contact avec une autre voiture, avec Estre, avec quelqu'un d'autre, mais il y a toujours Pierguidi, c'est le dénominateur commun. À un moment, on va lui dire, bon, c'est toi qui vas prendre une pénalité, parce que tu cherches quand même. Tu vois ce que je veux dire? Faut voir comme ça aussi. C'est comme ça que c'est jugé.
Justement, alors c'est intéressant, tu vois, j'aime bien l'Endurance Club et je pense que vous aussi, j'espère en tout cas, vous passez un bon moment. En fait, c'est ce qui était dit dans les commentaires. Alors j'ai regardé moi avec Gilles Delaposta notamment. Il disait en rigolant, ah quand il y a un accrochage, c'est souvent la 54. Mais il n'avait pas en tête une pénalité potentielle. C'était dans la course, il y avait Oui, voilà, un ouais. Ouais, je commentaire suis comme d'accord. ça en disant ah bah cette Ferrari numéro 54, elle gagne, c'est super, machin, Mais elle est etc. souvent Parce impliquée que dans des souvent trucs, quoi. c'est eux. Ouais. Et oui. Ouais. Et là, alors certes, c'est pas Rigone d'habitude le problème, c'est plutôt Castellacci, Oui. mais quand même, ça va justement dans ce que tu dis, ça va dans le sens de ce que tu dis. C'est que bah il y a eu un contact et on a jugé peut-être aussi plus durement, je ne sais pas, mais cette Ferrari justement qui souvent est un peu cavalière. Tiens, c'est rigolo pour une Ferrari. Mais non, mais vraiment, mais je pense que ça joue. Et je te dis, là, des exemples d'Alessandro Pierguidi, on va pas les ouvrir le dossier, le cold case maintenant, Non, mais il y en a, hein, il y en a plusieurs, tu vois ce que je veux dire? on voit, Ouais, on voit. voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était un bel affrontement et on est quand même content. Porsche contre Ferrari, voilà, c'est sûr que on connaît bien ce duel. Alors normalement, c'est Ford contre Ferrari, mais Ford arrive seulement en 2027. Attendez, il y aura peut-être encore le duel, Bon, espérons. je fais un disclaimer, parce que je sens, avec toute la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, je fais un disclaimer tout de suite, comme ça c'est fait au milieu de l'épisode. Je suis content de la victoire de Porsche du côté d'Austin. Je suis très content que Ferrari ait gagné 3 fois le Mans de suite. Voilà, c'est juste pour rééquilibrer, D'accord. c'est pour faire un rééquilibrage des forces, parce que sinon on va dire que je suis, ah bah ça y est, l'Endurance Club ils sont contents, hein. Porsche, Voilà, Porsche qui c'est gagne, Porsche. ah bah voilà les Porschistes de toute Bravo. façon, depuis, parce que moi j'écoute depuis un épisode, et bah à chaque fois vous parlez de Porsche, hein. Donc voilà, c'est juste pour rétablir l'équilibre. Si vous, non mais vous qui nous connaissez, qui nous écoutez depuis longtemps, par contre, vous savez bien. Mais bien sûr. Non mais c'est marrant parce que vraiment on a quelques commentaires comme ça où on se prend des petites balles perdues comme ça. J'aime bien. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on s'ouvre à d'autres aussi. Oui, bien sûr. Bon, c'est jamais trop agréable, hein, ne nous envoyez pas trop de tacles non plus quand même, mais si c'est justifié, on les prend et on accepte, effectivement. Bon, ceux qui nous connaissent pas vont dire « Ah, mais il parle jamais de Peugeot !» Si, parlons-en de Peugeot. Un bilan incroyable, donc on l'a dit, ça partait mal pour la 80... Il parle que d'Alpine. Non, on parle de Peugeot, mesdames et messieurs. C'est le 3e podium d'ailleurs pour Peugeot en WEC, le premier pour la 94. Alors ça, c'est assez intéressant. Et puis, bah, ça a été une belle prestation, faut bien le dire aussi, à la fois de Loïc Duval, à la fois de Malte Jacobsen, mais aussi de Stoffel Van Dorn qui, bah, d'après ce qu'on aurait pu comprendre, va plutôt partir côté sud-coréen et plutôt côté de Genesis, hein. C'est là où on l'attend avec le beau lien, j'allais dire, belge, on en a évoqué d'ailleurs la semaine dernière. Jackie X avec André Lotterer également. Donc Stoffel Van Dorn, il voudrait partir potentiellement. Et donc, bah, quoi de mieux comme cadeau que d'offrir un nouveau podium à Peugeot et de s'offrir un premier podium en WEC avec Peugeot, donc pour Van Dorn. Beau rythme aussi pour Jensen en fin de course sur la 93. C'était vraiment un beau résultat et c'est d'ailleurs le meilleur résultat d'ensemble de Peugeot en WEC, 3e et 4e, parce qu'ils ont déjà eu des podiums qui leur ont été enlevés, notamment on se souvient au Qatar. Mais là, bah, c'est une belle montée en puissance et je dirais qu'ils ont peut-être profité aussi du fait que ces conditions-là soient difficiles et qu'on n'ait pas besoin de trop avoir une voiture efficace en aéro. Je prends des risques à dire ça ou pas? Ouais, sur le résultat, ce qui est marrant, je trouve qu'il y a quand même un contretemps incroyable chez Peugeot, mais toujours. Alors là, je me flagelle parce qu'on est français peut-être, hein, vous allez dire ça, mais bon. Ce qui est marrant, c'est que là, il y a 3 et 4 qui arrivent, alors qu'on se rapproche de la fin de saison et que on est quand même sur probablement une nouvelle voiture qui va arriver, etc. C'est-à-dire que la voiture et les pilotes commencent à avoir des résultats exactement comme on avait eu cette excellente prestation au Qatar, qui était en 2024, qui était arrivée juste avant que la nouvelle version arrive à Imola. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, mais en fait, non, mais ça y est, elle marche, la caisse, elle marche. Ah non, on en envoie une nouvelle. Ah bon, ok, tant pis. Oh, c'est plutôt circonstanciel qu'autre chose. Oui, non je sais, je plaisante. Bon. Le Qatar, c'était parce que c'était un billard et que ça lui allait bien. Et là, il se trouve que c'est peut-être le circuit, enfin, dans les conditions qu'on avait, avec la pluie omniprésente, c'est peut-être le rendez-vous de l'année où il y avait le moins besoin d'aéro. Ah bah, du coup, elle marche, la Peugeot. Et le plus besoin de 4 roues motrices aussi. Aussi, ouais. Non, mais c'est marrant parce qu'elle a été pensée comme, elle a été dessinée pour les Hunaudières, clairement. Et oui. Je pense que dans l'esprit, elle pourrait marcher à Austin aussi. Même s'il faut, il faut quand même plus d'appui que. Enfin, je sais pas. En conditions sèches, difficile. Hein, ouais. Parce qu'il s'est beaucoup bosselé. Ouais, c'est vrai. C'est changement beaucoup de cap en dévers, en appui, etc. Ouais. Bon, en tout cas, elle a été dessinée pour Le Mans et ça n'a pas trop fonctionné. Et là, voilà, là, quand il y a vraiment, là, faut juste
En fait, là, il fallait 4 roues, un volant et un toit et finir. Et C'est ça. Et aileron ou pas aileron, on s'en fiche. non, mais je plaisante, mais vraiment, c'est marrant que cette voiture fonctionne vraiment de manière, comme tu dis, circonstancielle. Le Mans 2023 aussi, hein. On a quand même Bien eu sûr, un moment. toujours quand il pleut. Stop the count, Ouais. quand il était en tête, là. Ouais, à minuit. Ouais. Oh, bah, non, mais bon, ouais, avant que. On a pris les photos. Moi, je me souviens surtout quand elle était éclatée, là. Qu'est-ce que c'était beau quand il est revenu. Qui c'est qui était au volant Menezes. Oh, ça devait être Menezes. Oui, ouais. voilà. Ouais. Gustavo, là, quand il a tapé première chicane et qu'il revient et qu'on Bah a oui, toutes les malheureusement, étincelles, il je y a m'en plus de lumière. Qu'est-ce que c'était beau, ça. J'ai rien contre Oh là Peugeot, là, hein, mais arrête. moi, j'adore les images comme ça. Et Peugeot ou une autre voiture, hein, peu importe. Ah bah tu sais bien. L'Audi avec Ah bah tu te souviens avec Romain Dumas. L'audit Dumas ou de Marc Géné, ça pour moi c'est tellement beau, c'est la magie du Mans ça. Et donc vous voyez comme quoi j'ai pas de préféré. Mais non, mais plus sérieusement, je suis content qu'ils aient ce résultat, mais comme tu dis, Bah oui. tu peux pas construire dessus quoi. C'est pas un résultat que tu as, tu sais, c'est pas comme en Formule 1 où bon, ça roule aussi sur la pluie parfois, tu me diras, mais tu sens les équipes qui sont Parfois. dans le midfield, De moins en oui, moins. de moins en moins. Tu sens quand c'est dans le midfield et puis que t'as un bon résultat. Et puis Ah bah ça on a nivelle. apporté une Evo, etc. Ça y est, la prochaine fois, peut-être qu'en Hongrie, on va pouvoir améliorer. Non, là, c'est juste que la pluie, effectivement, a nivelé les performances des voitures. Ils ont l'avantage d'avoir une LMH. Là, c'est un avantage pour le coup. Et C'est vrai. Et ben voilà, ça apporte un bon résultat. Malheureusement, oui, ça va pas. Il y a pas grand-chose à creuser en plus, quoi. Je trouve que c'est quand même un bon signal. Moi, je dirais que ça va redonner confiance dans cette période où c'était un petit peu trouble, justement. On parlait de Loïc Duval qui voulait peut-être arrêter, tout simplement. Van Dorn qui veut partir. Peut-être que Paul Di Resta sera invité à sortir également. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est une dynamique qui va s'insuffler et c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, dans l'émission Motorhome, je refais de la promo. Ça y est, c'est parti. L'émission qui est sortie, ça y est, sur YouTube. On mettra peut-être le lien, j'en sais rien. Je sais pas comment on va faire. Bon, bref, en tout cas, cherchez Motorhome Peugeot. Et ben en fait Olivier Jansoni est revenu sur le projet Peugeot et je trouve que le timing est plutôt bon. On n'a pas fait exprès, mais eh bien c'était l'occasion de parler de Peugeot. Et il me disait justement dans cette émission, je vous invite à voir l'intégralité, mais sur cet extrait, il m'explique en fait que le principe d'être en LMH est un avantage et que ça coûte pas si cher finalement, tout compris. Pas au début. Bien sûr qu'au début, d'avoir une LMDH et d'avoir un constructeur qui vient aider pour le châssis, c'est mieux. Ok. Mais une fois ensuite qu'on a la voiture de développer, eh bien on peut faire ces pièces à moindre coût, on peut apporter des évolutions et il me disait que c'était un choix vraiment réfléchi et que c'était pas si inintéressant que ça d'être en LMH. Bah là on l'a vu, en tout cas avec cette voiture, et je trouvais que c'était aussi un bon signal, et après je te laisse retrouver la parole mon cher Geoffroy, Non, bah vas-y, pour continue. les pilotes. Bah non, et comme Nick Cassidy, tu vois, qui a fait le déplacement au Texas pour s'imprégner un petit peu. Là, au moment où on parle, il est en train de faire des essais dans la foulée de la course avec Théo Pourchère qui était aussi présent. Théo Pourchère qui devrait être l'an prochain titulaire avec Peugeot et qui va normalement rouler aux 8 heures de Bahreïn en remplacement de Van Dorn, qui lui, bon voilà, aura déjà la tête ailleurs. Je trouve que c'est un bon signal et c'est sympa d'avoir des nouveaux pilotes comme ça qui arrivent et qui vont, eux, se nourrir de ce meilleur résultat global pour peut-être, encore une fois, en 2026, apporter des idées nouvelles et apporter des retours nouveaux. Je suis complètement d'accord sur le fait que Peugeot ait décidé de faire une LMH. Je me fous régulièrement d'eux parce que la voiture, on l'a vu, présente des limites. Et puis, bref, en termes de relationnel, c'est un peu compliqué, je trouve. Enfin, ça a toujours été comme ça avec Peugeot. Ça, c'est pour les coulisses. Bref, ça c'est en off. Je couperai. Mais par contre, je vanterais, je serais toujours à saluer le choix d'avoir fait une authentique LMH et de développer sa propre voiture. Moi, ça me paraît être. Je comprends qu'il y ait le LMDH, mais je salue vraiment les constructeurs qui font l'effort de faire leur propre voiture, quoi. Parce que pour moi, c'est ça en fait l'essence du truc. Tu peux pas te réclamer vainqueur. Enfin, si tu peux dire que t'as gagné une course, tu peux gagner 24 heures du Mans ou Daytona, etc. Mais quand c'est une LMDH et que du coup t'as sous-traité, évidemment que chez Ferrari le châssis c'est pas eux qui l'ont fait, c'est pas eux. Ils ont dessiné et c'est Dallara qui a appliqué. Donc vous allez me dire c'est une LMDH déguisée. C'est vrai qu'elle a des airs de LMDH par certains points, mais je trouve que quand même utiliser le savoir-faire interne, valoriser des composants maison comme tu dis, bref, moi j'adore cet effort et si nouvelle voiture il y a, j'espère que ce sera aussi ça. Enfin pour moi c'est vraiment. On est dans une période où c'est compliqué en tant que fan d'endurance parce qu'on a un foisonnement de constructeurs qui sont présents. Moi, je suis fan d'endurance depuis que je suis gamin, donc j'ai connu aussi les époques un peu plus creuses. Là, je suis fan de la période que l'on vit, mais je suis aussi déçu
d'avoir des voitures standardisées. Le LMP2, je peux plus les voir. Je suis désolé, on n'est pas dans un épisode de LMS, donc je peux le dire. Et les hypercars, je suis aussi déçu, évidemment, qu'il y ait une forme de standardisation et que ce soit pas d'authentiques voitures développées à 100% maison. Souvent, mais s'il y avait pas ça, il y aurait pas autant de voitures. Donc tu vois, c'est... Je suis d'accord, mais qu'on parle aussi de balance de performance, alors que c'est pour ça que je voulais préciser, et tu l'avais déjà fait dans un épisode précédent, que les pilotes sont aussi importants. Je veux dire, à un moment, si tu regardes sur le papier, c'est sûr que les LMDH, elles sont pas favorites. Bah oui, c'est quand même une LMDH qui gagne aujourd'hui. Enfin, plutôt hier à Austin. Et puis ils sortent d'un titre de champion du monde des pilotes, Porsche quand même. Donc, aussi. Ouais. Non, voilà, donc je trouve aussi que c'est à la fois une période exceptionnelle parce que moi aussi je suis ravi en tant que fan d'endurance, mais voilà, je suis un peu déçu qu'on s'intéresse parfois beaucoup aux principes techniques et extra-sportifs plutôt que à ce qui se passe en piste. Voilà. Bon, bref, et ça, c'est oui, t'as raison, on va faire la parenthèse. Non, mais exactement, je suis d'accord. Non. Voilà, bon, c'est pour pas non plus trop aller dans ce sujet-là, mais je vais saluer quand même Cadillac, parce que tu vois, j'ai dit que les LMH étaient importantes, les LMDH étaient quand même dans le rythme aussi, en tout cas je parle de Cadillac, parce qu'ils terminent 6 et 8, ils terminent certes un petit peu loin, mais ils se sont bien battus, c'est à la stratégie, je crois qu'ils se sont fait un petit peu avoir, ils sont rentrés un peu tard. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Voilà, exactement, donc si tu veux, Alex Lynn se battait face à la Ferrari, mais c'était virtuel, puisqu'il avait encore un arrêt pour remettre de l'énergie virtuelle, justement, et terminé donc à la 6e position pour la numéro 38 avec, je dois dire, un bon travail de Jenson Button. Merci Jenson, tu peux donc maintenant partir à la retraite tranquillement. Il y a un peu de départ organisé, je pense. Voilà. Ouais. Ah bah à Bahreïn, oui, je pense. Mais c'est que je vais me forcer à lire sa bio. J'avais reçu j'avais reçu en cadeau Talent Édition, il m'avait envoyé la bio de Jenson Button et je vais la lire par curiosité. Maintenant encore une fois, c'est un running gag entre guillemets entre nous, mais moi je l'apprécie beaucoup humainement. Jenson Button, c'est juste qu'au volant, bon, voilà, c'est bon. Merci. Il a vu, une. Jenson. Non, mais voilà. en plus, ouais, c'est vrai, il a une pour l'avoir croisé un peu et côtoyé un peu, il a une classe. Enfin, comment dire, oui, je suis d'accord. Je vais pas le prendre comme modèle, comme figure masculine, mais je veux dire, ouais, ça fait partie des plutôt beaux mecs au sens, il a une vraie tenue, une classe, le côté gentleman anglais. C'est un gentleman anglais, tu vois, et en plus, il a une, comment dire, une forme de simplicité et d'accessibilité. Tu vois, le mec est champion du monde de Formule 1, sa carrière est derrière, je veux dire, il pourrait prendre du plaisir à ce qu'on lui cire les pompes et à ce qu'on lui serve son café. Et en fait, non, il est plutôt assez humble. Donc, vraiment un mec sympa. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, on sait toujours pas par qui il sera remplacé, parce qu'on évoquait Mick Schumacher, qui serait en partance de Alpine. On l'évoquait pour aller justement chez Cadillac, parce qu'il y a ce lien avec la Formule 1. Eh ben, a priori, c'est plutôt chez les Orange qu'il serait en partance, Mick Schumacher, et donc aller chez McLaren pour 2027, ça voudrait peut-être dire qu'en 2026, il serait chez United, pourquoi pas. À vérifier en tout cas, mais pour préparer 2027, bah oui, et il serait en ELMS. Je suis en train de rêver là. En ELMS, peut-être chez United Autosport, pourquoi pas? Bah pourquoi pas. En tout cas, c'est bon, ça serait quand même. Ah, je rêve, hein. Ouais, ça serait un peu abusé. Ah bah ça serait pas mal. Mais non, bon, d'accord. Je pense que par contre, ouais, lui. C'est marrant, on en avait déjà parlé effectivement, et là je pense que lui, il est en train il est en train de jouer aux échecs, mais il a 8 coups d'avance, c'est-à-dire que lui il se projette déjà dans la caisse de Piastri ou de Norris, quoi. Et ah oui, voilà. Ouais, attends, parce que, enfin, alors là c'est toi qui vas intervenir plus parce que je suis pas spécialisé de la Formule 1. Ah bah là je vais intervenir parce que là je pense que c'est pas possible. Je suis pas spécialisé de la Formule 1, mais de ce que j'en comprends, Lando Norris, il est quasiment, Zak Brown qui l'a enchanté, quoi. Donc je pense qu'il va le garder à vie. Il a le même contrat que Lance Stroll à peu près chez Aston Martin. Et Oscar Piastri, je pense que même si c'est pas son fils de sang, on a quand même tous compris qu'il sera champion du monde un jour, donc autant que ça soit en orange. Donc à mon avis, les deux baquets là, ils sont pas dispo tout de suite. Hein. C'est ce que je me dis. Maintenant, il sera peut-être dispo dans pas si longtemps que ça, parce qu'Oscar Piastri, à force d'être finalement considéré, j'allais pas dire à moitié, parce que c'est pas vrai, mais bon, il est possible qu'il soit courtisé par une autre équipe de pointe, Alpine. Parce que c'est un vrai talent. Donc à voir, mais c'est vraiment un long shot pour Schumacher. Je disais ça de Cadillac, je dis ça de McLaren. Franchement, espérer passer par l'endurance pour aller faire une passerelle pour aller en Formule 1, bon, là, franchement, j'ai quand même du mal à y croire. Après, il y a quand même un vrai truc qu'on peut pas nier, c'est que les McLaren en GT3, je commence à parler un peu de GT3 parce que je vois le temps passer, il faut qu'on en parle. Oui, les McLaren en GT3, elles ont quand même la même livrée que les Formule 1. McLaren arrive en hypercar.
Ça sera la même livrée. va honorer beaucoup le passé 1995, tout ça, alors qu'à l'époque, leur chiotte, elle gagne parce qu'il pleut. Il y a un épisode d'1h30, si vous voulez creuser un petit peu, vous pouvez aller l'écouter. Ça se résume pas que à ça. Vous êtes nouveau. Mais tu vois, ils vont se gargariser. Je pense qu'on va en bouffer de ça va être une horreur. Comme Aston avec son V12. Ah oui. Ouais, non, mais bon, mais moi j'adore. Ils vont sortir la 01R, ils vont la mettre à côté de l'hypercar, ça va être super. Hein. On va avoir de très belles images. Je plaisante évidemment. Ce que je veux dire, c'est que c'est à mon avis le constructeur qui va s'ils arrivent dans 2 ans, c'est ça. C'est le constructeur qui va faire le plus de passerelles entre la F1 et l'endurance. Parce que Ferrari, sauf erreur de ma part, et sauf si j'ai vraiment eu je me suis endormi un peu trop longtemps, mais j'ai pas souvenir d'une photo avec une 499p et une F1 actuelle de Ferrari. Non. D'ailleurs, ça c'est curieux. Alors, il y a eu par contre des photos qui ont été prises au même endroit, évidemment devant la fameuse maison avec les différentes fenêtres, et faire rouler les voitures en même avec temps, les hypercars et avec les Formule 1, mais jamais en même temps. Non, par contre, on voit Fred Vasseur qui vient régulièrement au oui, bien sûr. C'est son intérêt. Mais tu vois, on voit Charles Leclerc qui vient. Il y a quand même des petites passerelles, et puis je me dis pourquoi pas Lewis Hamilton, tu vois, j'y ai pensé récemment, qui finisse sa carrière, pourquoi pas avec une participation 24 heures du Mans. Jamais. Ah ouais, tu crois pas? Enfin, je disais ça d'Alonso et finalement il est. Non mais tu vois, je pense que, moi, je pensais sincèrement que Ferrari allait faire le truc de. C'est vrai. De jouer la complémentarité, et puis en plus, je veux dire leur merch, il est là, il était bleu ce week-end, donc c'est le mauvais exemple, mais d'habitude il est rouge. Au Mans, elle roule en rouge. Alors bon, on n'a pas HP et puis on n'a pas d'autres. Ouais, mais c'est la jaune qui gagne. Mais ouais, en plus c'est la jaune qui gagne. Mais ça va pas. Tu sais que j'ai eu des. Bon, ça je te donnerai ça en off. J'ai eu quelques coulisses sur. J'ai eu quelques coulisses sur la victoire du Mans. Mais ça, non, ça faut prendre un abonnement payant si vous voulez que je vous raconte. Mais j'ai eu des trucs sur ça. On fera on organisera des petites soirées Endurance Club. Ça, c'est le développement 2026, ça, mesdames et messieurs. On compte sur vous pour nous dire si vous seriez client d'avoir des petites soirées exclusives avec, pourquoi pas, des pilotes ou des team managers. Ça y est, voilà, j'ai lancé une idée. Mesdames et messieurs, vous en faites ce que vous en voulez. Mais en tout cas, les soirées Endurance Club, vous me direz, mais si vous voulez faire partie du club, ça peut être on pourra fumer des cigares et avoir de l'alcool ou pas? Non, non. Parce que je suis pas sûr. En tout cas, on le dira pas. Enfin, moi, je suis pas client, donc après, je peux me dire, pour l'alcool, pourquoi pas. Mais pour le cigare, je suis pas. Bon, ça reste à organiser. Dis-moi. Mais en tout cas, dites-nous dans les commentaires et notez les étoiles et tout. Voilà, si vous voulez encore un petit peu plus de complémentarité et de proximité. À consommer avec modération, bien sûr. Bien évidemment. Tu sais que j'apporte la mention à chaque fois. Non, mais je plaisante, mais j'apporte la mention à chaque fois. Ça, c'est l'époque qui veut ça, mais puisque j'étais au commentaire, ça sera tout à l'heure le C'est quoi ton actu, mais vu que j'étais au commentaire des 10 000 tours, course historique, plein de plateaux de voitures historiques, on a à gaver de livrets de tabac et d'alcool. Ah bah oui, de cigarettiers. Bah oui, de cigarettiers et d'alcool. Donc en fait, à chaque fois, mon compère Julien Ergo, parfois, se lance comme ça à analyser. Et donc là, on découvre une superbe livrée de Bastos. Je fais, oui, bien sûr, Julien. Et quand on bascule sur l'alcool, moi je me sens d'une obligation, et c'est l'époque qui veut ça. Sûr. Je me sens d'une obligation, alors qu'on est sur internet et potentiellement on s'en fout un peu plus, mais je rappelle toujours à consommer avec modération, tu vois, pour pas qu'on vienne me reprocher. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est un souci, n'empêche, mine de rien, parce que ces livrets de cigarettiers, je pense à la Formule 1, mais évidemment en endurance c'était la même chose, doivent être floutés maintenant. Les images d'archives doivent être floutées, donc on évite de mettre des images d'archives. Je trouve ça particulièrement décevant et triste. Mais... Tu regardes un automoto avec, ils te sortent une image de Senna ou de Prost, à l'envers. Elle est à l'envers déjà, et puis ils font comme Sylvain Lévy, ils mettent les images à l'envers pour pas que les droits d'auteur soient déclenchés. Coucou Sylvain. Et après ils mettent du flou. Mais non, mais c'est marrant. Mais en tout cas, ouais, voilà, il faut quand même faire ce rappel. Mettez l'écran noir. Moi, tu vois, j'ai été nourri comme toi à la Formule 1 des années 90. J'ai jamais touché une cigarette de ma vie. Donc après, faut arrêter de faire les passerelles trop faciles. C'est pas parce que tu vois un truc pourtant, que tu vas le... j'aime beaucoup la livrée JPS, j'aime beaucoup la livrée Marlboro, j'aime beaucoup les livrées Rothmans, tu vois. Donc à un moment. J'en suis fan, mais jamais ça m'aimerait l'idée de cloper. Donc bref. Parenthèse fermée. Non, exactement. Bon, parenthèse fermée. On a parlé de Mick Schumacher rapidement parce que on va pas trop en parler au volant de l'Alpine. Clairement, les Alpines, elles sont décevantes, 11e et 15e. Je voulais juste, tirer un coup de chapeau à Cadillac quand même, qui a réussi à marquer encore des points. C'était le 50e départ d'Alex Lynn, tout de même, donc à souligner et à noter. Alpine, en revanche, n'était pas dedans. Il termine 11 et 15. Course décevante, conditions difficiles pour des LMDH, vous l'avez compris. Une petite erreur rare de Fred McCoy-Gekins.
Rossi, Ouais, c'est vrai. qui a donc voilà, forcément handicapé la 36 qui était pourtant bien partie et bien J'ai placée. l'impression. Même à un moment donné, elle a mené la course, mesdames et C'est messieurs. vrai. Bon, c'était sous safety car et c'était un moment où on pouvait pas Mais doubler. Mais quand j'ai même, l'impression qu'il est parti à la faute au moment où la piste était sans doute à son pic de piège, donc on peut pas non plus lui reprocher, au moment de la relance. puisque l'Aston Martin est Ouais, parti aussi dans le même virage au même moment. tout à fait. Et Fred Tout à fait. Mako, on est plutôt sur un mec qui a du car control et qui gère, donc s'il sort, je pense que nous on serait sorti 28 fois. Donc, Ah bah on serait sorti sous safety car. D'ailleurs, ouais, tiens, ouais. pour la petite anecdote, ça m'a fait penser à une course de V2V que j'ai commentée en 2018 Oh, quand même. C'est mon fait d'armes dans ma carrière. Ah bah oui, le V2V, moi j'aime beaucoup et j'adorais vraiment. C'est génial. Et là, il y a des versions historiques et on en parlera dans mais l'Endurance Club double aussi tour avec d'horloge. les 2 tours Eh d'horloge. oui. Bah oui, évidemment. Mais alors par contre, c'est la première fois et la seule fois de ma vie que j'ai commenté une course sous safety car où il y avait des arrêts au stand, où il y avait des dépassements, etc. Course sous safety car, 3h30 avant d'avoir le drapeau rouge sur une course de 4 heures. Ah, Incroyable à t'étais bien, Barcelone quoi. parce que c'était beau. Et je crois qu'elle est encore disponible. Vous nous direz dans les commentaires si elle est encore disponible sur YouTube. Je crois que oui. C'était incroyable à commenter quand même, mine de rien. Alors à rétrospectivement, hein, j'allais dire, parce que sur place c'était moins facile de trouver ce qu'il fallait dire sur une course qui n'était une non-course finalement. Mais il y a bien eu un vainqueur, il y a eu un podium, il y a eu tout ce qu'il faut. 3h30 sous safety car. J'ai eu peur qu'il se passe la même chose à Austin. Ouais, franchement, j'ai eu peur un moment que ça parte pas, mais finalement on a eu notre course. C'est parti. Bon, c'est parti. Pour Toyota, ce serait pas parti, ça aurait été pareil hein, finalement, parce que ils ont pas fait une course mirobolante et fantastique. N'écoutez pas le replay de la semaine dernière. Non, bah c'est trop tard, vous l'avez déjà écouté. J'étais persuadé que Hum, Toyota pourrait hum. faire quelque chose ce week-end. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois qu'ils ont tenté le pari à un moment des slicks, hein, si je dis pas de bêtises, en fin de course, mais ça a pas du tout marché. On a eu des figures de style et des figures libres, surtout de Kamui Kobayashi. On a eu des figures, je sais pas s'il y a eu des figures de José Maria Lopez, mais en tout cas, il y a eu des voitures. Il y a eu Brandon Hartley aussi qui est parti un peu large. Ou Ben Hanley, alors je sais plus. Enfin bon, bref. Ah, Euh, ça c'est le petit tacle, mais ça c'est du private joke. Non mais tu plaisantes, oui, mais pour la... Oui, je sais que t'as pas fait la faute exprès. Enfin, t'as fait la faute exprès, Jean. oui, Mais voilà. Toyota, en fait, ouais, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que, et comme tu le dis, ils ont tenté le pari des pneus slick. Et pour la petite Oui. histoire, chez Porsche, sur la 6, à un moment, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bascule sur des slicks? Est-ce qu'on utilise la 5, puisqu'il de toute façon est un peu derrière, pour tenter des slicks, le pari, et voir si Ça ça aurait pu. marche? Et en fait, l'histoire, c'est que ils ont vu la Toyota qui, depuis 3-4 tours, galérait pour mettre en chauffe les pneus slick, ils se sont dit, bon, ça sert à rien qu'on prenne le risque, on va continuer Bah en oui. pluie. Donc en fait, la Toyota a servi de mule au Porsche. Et aux autres, mais voilà. Ouais. Bien sûr. Non, mais c'est dommage. Et si tu veux, c'est logique aussi. Et moi, je suis pas du tout dans le style comme les tifosi, par exemple, taperaient sur Ferrari quand il y a justement une erreur stratégique ou en tout cas un pari qui est pris et qui ne fonctionne pas. Moi, je trouve que Toyota avait justement le rôle de tenter, parce que de toute façon, ils avaient rien à Bien espérer. sûr. Donc, autant tenter. S'ils avaient réussi, ils auraient pu peut-être scorer un top 5, voire même pourquoi pas un podium. Malheureusement pour eux, c'est vraiment très très décevant. Ils sont 8 et 14 et donc au championnat, on retrouve la numéro 7 qui est en 8e position avec 44 points seulement, donc c'est vraiment rien du tout, comparé aux 115 points de la Ferrari 51 qui quand même reste en tête du championnat, devant la 83, donc ils reprennent en plus des points finalement, même si c'est une course qui a été difficile pour eux. La Porsche fait son entrée dans le top 3, grâce aux 25 points de la victoire, et puis on a Cadillac en 5e position, donc en fait on a 3 Ferrari, une Porsche et une Cadillac. C'est pas étonnant, tu vas me dire, puisque ce sont les 5 voitures qui se sont imposées cette année. Ouais, écoute, je suis sec, là, j'ai tout dit, Tu n'as rien à rajouter. sur... ouais. Bon, d'accord, t'as tout donné. Est-ce qu'on parle vraiment de BMW ou on attend plutôt d'en parler en LMGT3? Parce que là, franchement, entre les problèmes d'hybride de la 20, la 5 qui n'était pas là, hein, la 15, pardon, qui n'était pas là, j'ai pas vu WRT. Non, Pourtant, ouais. ils ont depuis peu emménagé dans leurs locaux, dans leurs nouveaux locaux à Charlotte, hein, pour participer à l'IMSA, bien sûr. Mais là, BMW et WRT, surtout en hypercar. Enfin, je pense que c'est le fait d'être avec une LMDH, mais vraiment, ils étaient pas là. Hein. Non, absent complet, effectivement, absent... Enfin, ouais, non, week-end Ouais. sans, quoi. Bon, voilà. C'était mieux en Écoute, en tout GT3 cas, c'est... pour BM. Ah, mieux, effectivement, avec un podium pour notamment Valentino Rossi qui termine deuxième avec cette BMW numéro 46 avec ses deux équipiers aussi. Hein. On n'oublie pas évidemment Van der Linde et Alarty. Il termine à 2 dixièmes finalement des vainqueurs parce qu'il y a eu donc cette fameuse pénalité attribuée à la Ferrari numéro 54 qui, de premier, passe troisième.
Et donc on a une victoire de McLaren. Première victoire de McLaren en WEC. C'est donc, eh bien, si je ne m'abuse, le 6e constructeur à s'imposer en LM GT3 en seulement 14 courses, 13 courses, avec Ferrari, Porsche, Corvette, Aston, Ford. Et donc McLaren maintenant, c'est vraiment une très très belle dynamique. Et c'est surtout, eh ben, c'est pas étonnant évidemment, mais c'est surtout par rapport au GTE, à l'ère GTE, plus de constructeurs qui se sont imposés dans ces 13 courses ou 14 courses, vous ferez le calcul, qu'en 85 courses de GTE. Ouais, parce qu'on a eu le compteur débloqué cette année pour Corvette, c'est ça, et pour Lexus. Ford et Lexus. T'as raison. Ah oui, donc c'est même la 8e. Mais oui, c'est le 8e constructeur. Ford, enfin bon, bref, Ford, en tout cas, quand Ford. Ah oui, si, en. Non, bah non. bah, je crois qu'ils ont gagné Ford, non? Ah non, c'est moi qui me trompe. Ah, je me suis peut-être trompé. Pardon. J'ai vu les choses. Mais si, ils ont pas gagné aux 24 heures du Mans. J'aurais misé sur une Porsche plutôt. Mais... Ah, bon, d'accord. Bah, on va vérifier tout ça. On revient après la pub. Non, mais oui, non, mais Le Mans, non, Le Mans, c'est Mantet. Bah, moi, je dirais 2024. C'est. Ah non, Ah, mais c'était un 24, tu podium parles. Ford. Oui, moi je te parle de cette année. Non, je te disais cette année. Moi, je te parle en WEC, monsieur. Ouais, non, mais non, cette année en GT3, c'est Mantet, Force Form, je sais pas quoi là. Ouais, non, mais je sais pas, j'ai rêvé, j'ai cru Enfin, que Ford avait gagné. En tout cas, pas cette saison. Moi, je te disais, Excusez-moi. cette saison, on a débloqué le compteur de Corvette et de Lexus, quoi. Et donc maintenant de McLaren, effectivement. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de constructeurs de victorieux. Et puis, il y a eu une belle lutte entre deux constructeurs américains, justement, entre McLaren et Ford. Même si sur le classement final, ça se voit pas trop pour Ford. Mais on a eu bah voilà, de beaux affrontements. United Autosport qui retrouve des couleurs orange évidemment, pour cette McLaren 720 S LM GT3 Evo qui s'impose avec Leung Gelael et Marino Sato. Donc, bah, une première qui en appellera peut-être d'autres. Un tir groupé aussi, hein, quand même, faut bien le dire, pour les McLaren, première et quatrième. Donc c'est la 10e victoire en WEC de United et c'est la 3e équipe de l'histoire du WEC à remporter une course en proto et en GT. Voilà. Donc pas mal comme prestation. Ouais. Et si, McLaren quand même est la 8e marque GT à gagner en WEC. Voilà, confirmation Bon, de ce bah que voilà. tu disais tout à l'heure. Ok, eh bah, c'est bon, comme ça, voilà. On a retrouvé nos petits. Mais c'est bizarre parce que j'avais calculé Ford. Bon bref, vous nous corrigerez dans le chat, c'est pas très grave. Ford en tout cas qui avait fait le doublé en qualif. Et bah, on les aurait bien vues victorieuses évidemment à domicile à Austin. Mais Ben Barker était plus en difficulté avec ses pneus. Il était en tête à 6 minutes de la fin de course, oui. Mais comme tu l'expliquais Geoffroy, bah, lui est resté en pneus pluie. Exactement, en fait c'est ça le final, mais c'était une phase assez marrante de course puisque le final a été du coup un arbitrage entre ceux qui étaient en pluie et ceux qui étaient en sec. Ceux qui avaient les pneus slick finalement ont pris l'avantage, donc la hiérarchie a totalement changé en 5-10 minutes. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, ils ont mis les dernières minutes, ils font souvent ça et c'est peu pertinent. Là, je trouve que c'était pas mal d'avoir les dernières minutes de la course. Et on avait même une phase où les hypercars, qui étaient toujours elles aussi en pneus pluie, devaient gérer avec des GT3 qui étaient clairement pas plus rapides, mais pas si loin. À un moment, il y avait moins de 10 secondes autour d'écart en performance, enfin même beaucoup moins. Je crois qu'on était sur du 5-6 secondes. Et donc en fait, bah, les GT3 étaient très à l'aise parce qu'elles avaient des pneus adaptés. Alors qu'en hypercar, ils se sont dit, le moment où il y a eu ce fameux crossover, comme tu dis, où est-ce qu'on bascule sur du slick ou pas, en hypercar, si tu fais le move, Porsche n'allait pas l'initier parce que s'ils le font, ils se font dépasser et du coup ils perdent la course. Ferrari derrière s'est dit, bah on va pas le faire parce qu'il y a peut-être une chance quand même que la Porsche fasse une heure. Enfin, en gros, personne n'avait intérêt à le faire de la Porsche Ferrari et jusqu'aux 2 Peugeot et puis même j'inclus dedans la deuxième Ferrari, quoi. Donc en fait, ils n'ont pas bougé, quitte à avoir des pneus qui à la fin ne sont plus adaptés. De toute façon, il restait un quart d'heure, 20 minutes, donc ça servait à rien de le changer, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, il y a eu un pari de tenter. Malheureusement pour Ford, ça n'a pas fonctionné, malgré le fait qu'ils aient vraiment eu le rythme. Hein. Sur conditions sèches, je pense que ça pouvait faire quelque chose, Ford, mais là, dans les conditions humides comme ça, c'était un petit peu plus compliqué. Il se classe donc 6e avec la 77, qui avait été donc victime d'un contact avec la Ferrari 54, et la 88, 8e. Donc ça marque des points quand même. C'est pas inintéressant. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage pour eux. BMW en revanche, bah voilà, Vincent Voss le disait au Brésil, il y aura une revanche à prendre. Eh bien, elle a été prise cette revanche et donc il y a une belle deuxième position pour la 46. Ça a été plus dur pour la 31 avec une petite erreur, des petites alertes, mais j'ai trouvé que c'était une belle prestation de la part de BMW WRT
en LMGT3 comparé évidemment à l'Hypercar. Ça a été parfois musclé quand même. Il y a eu pas mal de contacts en GT3. Ils n'ont pas hésité, notamment. On l'a dit, à cette épingle, et puis même dans la dernière partie un peu technique, une fois que t'as pris la ligne droite du retour. On l'appelle comme ça. Ça faisait des belles images. Ouais, franchement, ça faisait des belles images, et elles sont fines en aéro, elles sont bien développées ces voitures, mais elles sont aussi assez costauds quand même. Donc voilà, moi j'aime bien quand ça fait un peu du portière contre portière, surtout dans des conditions comme ça où avec la pluie, ça faisait du spectacle quoi. Moi aussi j'aime bien, faut pas aller jusqu'au contact de trop. Forcément volontaire ou trop appuyé. Bon, il y a eu la pénalité pour la Ferrari 54, je trouve quand même, on va bien le dire, que c'est un peu violent et un petit peu sévère. Mais il faut avouer qu'il partait de loin, Rigon. En même temps, pour gagner, il faut aussi prendre des risques. Et il fallait tout de suite se défaire des pilotes qui étaient justement avec une stratégie décalée. Bon, bref, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Je voulais aussi souligner les belles performances de Porsche. Enfin, d'une Porsche, justement, t'en as parlé, de la Monte First Form, là, la 92. Bon, c'est pareil, hein, ça n'a pas payé jusqu'au bout, mais c'était pas mal. Pour Richard Lietz, en plus, qui faisait son 90e départ. Je vais en parler à chaque fois. Hein. La fois prochaine sera 91e. Ouais, non, mais c'est important de souligner les chiffres importants. Non, mais c'est vrai que l'Autrichien, c'est vraiment un monument du WEC, et donc c'est pour ça que je suis content qu'il continue. Je sais pas combien de temps il continuera, mais Richard Lietz est bien là, est bien présent. C'était moins le cas en revanche pour les Iron Dames. Hein. Malheureusement, on l'avait dit la semaine dernière, on les voyait pas vraiment aux avant-postes. Alors là, en plus, il y a eu de la pluie, il y a eu des débris collectés, ce qui a endommagé le radiateur. Bon, bref, en tout cas, abandon pour les Iron Dames. Elles sont pas dans une dynamique incroyable en WEC. Hein. Oh non, c'est vrai, on l'avait pas misé sur elles. Il y a eu de bonnes choses, mais et on a bien fait finalement, puisqu'on aurait perdu de l'argent. Ouais, voilà, exactement. Une thématique. Non, c'est dommage, mais elles reviendront plus fortes. Ouais, Peut-être à Bahreïn. C'est vrai que habituellement elles sont plutôt à l'aise à Bahreïn. Je suis pas sûr qu'à Fuji ça soit facile, mais bon. J'espère qu'elles reviendront aussi en 2026. Ah non, mais évidemment, moi aussi, je l'espère, parce que on sait que on va en parler rapidement, mais c'est vrai que la situation est pas facile, que ce soit pour Prema ou pour Iron Lynx, Iron Dames. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il y a des voitures en vente côté Sotheby's, si je dis pas de bêtises, c'est ça Ça doit être chez des voitures. Ouais. Ah pardon, oui c'est ça. Des voitures qui appartiendraient donc aux propriétaires de Iron Lynx, Iron Dames. Donc voilà, ouais, et puis on souhaite que Déborah et Claudio puissent trouver une solution. C'est pas quelques voitures, c'est all-in quoi. Il y a tout ce qu'on peut bien aimer chez Ferrari, chez McLaren, surtout chez des Mercedes, Ferrari. une 333 SP. Enfin, il y a des beaux bijoux de famille quand même. Ouais, on est d'accord. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, j'espère que la situation va s'améliorer parce qu'on aime beaucoup les Iron Lynx, on aime beaucoup les Iron Dames, et c'est une vraie famille maintenant qui existe. On voit à quel point d'ailleurs, hein, je pense que vous aussi vous le voyez évidemment sur les différents circuits ou même à la télé, mais l'engouement chez les hommes et les femmes d'ailleurs, hein, pour les Iron Dames notamment. Mais c'est vrai que c'est un projet qui a redonné du souffle aussi à l'endurance, mine de rien. Mes filles ont leur sac à dos Iron Dames c'est le sac de sport. Ah bah voilà. Non mais c'est vrai, un vendu. C'est le sac de sport pour chacune d'elles. Et non mais carrément ils sont très forts et j'espère que ça perdurera. Ils sont très forts sur cet aspect marketing. Voilà, bon, cette année la voiture a été un peu plus blanche au Mans, mais leur couleur c'est quand même le rose. C'est pas nouveau et c'est pas que la période. Hein. Il y avait déjà une Spice rose aux 24 heures du Mans en groupe C à une époque avec un équipage 100% féminin. Et à Septogil aussi, en rallye je crois. C'était l'équipe femme. Ouais, donc moi je trouve ça bien ce qu'elles font, ce qu'elles portent aussi comme valeur. Enfin voilà, ils en font beaucoup, elles en font beaucoup autour de ça et je trouve ça très bien. Donc j'espère que ça va continuer carrément. Ouais, je suis d'accord. Bon, même si là la course est à oublier. Course à oublier aussi pour Aston Martin, en tout cas côté Racing Spirit of Le Mans, l'équipe française, avec Derek De Boer qui était de retour chez Aston. Bon, ça sera sa dernière de la saison. Faut avouer qu'il était un peu en difficulté parce que il a pas roulé depuis Le Mans où ça s'était pas très très bien passé pour lui. Il était pas là à Interlagos, bim, ça gagne. Donc McIntosh sera de retour. Ah non mais c'est vrai, McIntosh heureusement j'allais dire sera de retour à Fuji et à Bahreïn parce que là Derek De Boer il a craché la voiture dès les FP1. Je peux vous dire que chez Racing Spirit of Le Mans ça a pas dû rigoler quand il faut reconstruire la caisse dès le début d'entrée de jeu dans le week-end. Ça fatigue tout le monde quoi. Donc je suis déçu pour Derek De Boer parce qu'il est adorable et gentil, mais là franchement non, il est un peu léger je pense pour le niveau du WEC, hein, tout simplement. Ouais. Bah ouais, écoute, je pense que je peux pas dire mieux, c'est toi qui le connais mieux et qui observe un peu plus ses performances, mais oui, c'est un peu l'observation que j'ai, surtout quand t'as une comparaison en frontale avec Valentin Asclo et
Et ton pote Doudou Barrichello, quoi. Et c'est ça. Ouais, tu sais que son frère Fefo était en Formule 3 ce week-end et il sera en Formule 3 l'année prochaine. Donc on va avoir du Barrichello. On va en manger du Barrichello l'année prochaine. Au petit-déj, midi et soir. Voilà, parfait, impeccable. Les enfants de Rubens sont dans la place, comme on dit. Aston, par contre, j'avais misé un petit billet, tout petit billet de Monopoly sur Heart of Racing Team. Ils sont pas si loin que ça, mais ils terminent 5e. Voilà, en LMGT3. Pour Lexus, c'était plus compliqué. Je vais parler des déceptions, hein, évidemment. 3 constructeurs qui n'auront pas vraiment vu le jour ou n'ont pas réussi à sortir la tête de l'eau, si tu me le permets. Donc Lexus, évidemment. Corvette, pas du tout dans le rythme. Je sais pas ce qui s'est passé. Autant pour la 33 avec Ben Keating qui a fait quelques petites erreurs, je crois, et la 81 qui termine à un tour. Un tour. Non, ça va. Et... ah non, pas encore, monsieur. Et puis Mercedes. Ouais, Mercedes aussi. Qu'est-ce qu'ils font, Mercedes? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Dommage, ouais. 10e place pour la 60 et puis la 61 qui termine classé, en abandon parce que Odenus tente une manœuvre complètement désespérée. Enfin, il prend l'exter qui devient un inter mais où il est complètement lui en dehors de la trajectoire. Il vient toucher la Ford numéro 88 qui n'était pour rien. Je sais que certains spécialistes se sont demandé ce qu'avait fait la Ford en disant oh là là mais c'est inadmissible. Moi je crois que c'est plutôt Odenus qui a fait n'importe quoi. Personnellement, mais enfin bon, dépasser hors de la piste, c'était un peu optimiste pour le jeune néerlandais, mais bon. Et c'est quand même dommage parce que Maxime Martin, encore une fois, est contraint à l'abandon. Ouais, c'est une saison compliquée, je pense. Ouais, pour lui. saison oubliée. Carrément. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour lui, ça va arriver bientôt là, parce qu'on va faire c'est quoi son actu. C'est une bonne nouvelle pour lui, il va pouvoir gagner de nouveau. C'est bon. Maxime Martin. Ah ouais. Ok. Oui. Ok, écoute, on va faire c'est quoi ton actu alors. Ben voilà, parce que bon, on finit sur Mercedes qui n'a pas brillé justement pour la marque à l'étoile. En ELMS, par contre, si, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Donc vraiment, voilà, on espère que ça soit plus brillant sur les 2 dernières manches de l'année pour Mercedes. La prochaine manche, ça sera d'ailleurs à Fuji et ce sera, tiens, tu le savais, la 100e course de l'histoire du WEC. La 100e course? Oui. Ah ouais, c'est vrai qu'on l'avait évoqué ça. Si j'ai compté. Ah, c'est ça, on était à 90 en fin d'année dernière, non? Ah bah du coup il y a pas dimanche. Mais non mais ça me. Eh ben non justement. Ah mais ça me parle ça. Je crois que on l'avait dit. Ouais. Ok. Bah super. Bah écoute, parfait. Tu vois, c'est pas mal. Et je serai aux commentaires, bien sur Eurosport. Voilà, de ce WEC à Fuji. Donc faudra mettre les réveils oui, c'est vrai. assez tôt. C'est vrai. Alors bon, c'est quoi ton actu du coup? On bascule maintenant. On fait la question. Oui. Non, on fait l'actu. On fait l'actu. Alors, à moi. Allez, à toi. Bâton. Du coup, j'étais aux 10 000 tours le week-end dernier, ça vous avez compris. Aux commentaires. Ouais. C'était bien, on a encore fait le samedi. Le samedi, ça va, on a fait 8 heures de commentaires. Le dimanche, c'était 10 heures. Moi, c'est ça, j'adore l'endurance. Et en plus, je fais des prestats dans la durée, c'est sympa. C'est clair. Donc, ouais, c'était sympathique. Écoute, on a eu quelques courses où on a rompiché un peu, on va pas se mentir, il n'y a pas toujours de l'animation non plus, hein. C'est pas... En même temps, je crois que c'est pas non plus toujours le but. Alors, tu vas me dire si c'est une course, évidemment, mais le but c'est aussi pour les spectateurs, pour les gens qui justement se déplacent, de voir de belles autos. Exactement, également. C'est ça. Après, ce qui est pas mal avec ces courses-là, c'est que on avait par exemple une course de groupe C où il n'y avait pas un plateau délirant. Je pense que la deuxième course, on a eu moins de 10 voitures en piste, ce qui est quand même un peu faible, mais les règles sont faites de telle sorte que... alors il y avait ça où il y avait de l'ERL par exemple, où tu as des pilotes pros, je pense à du Yann Magnussen ou Emmanuel Collard bien sûr, qui sont pénalisés avec un arrêt au stand plus long, ce qui fait qu'ils font une première partie de course où tu te dis, bon Emmanuel Collard c'est bon, il va gagner, de toute façon il n'y a personne contre lui. Et oui, mais il a un arrêt plus long, ce qui fait que derrière, dans sa deuxième partie de relais, parce qu'il y a toujours un arrêt qui est obligatoire dans chaque course, faut qu'il cravache pour rattraper le temps perdu. Donc oui, il est plus rapide, mais en fait c'est compensé. Donc il y a quand même des petits trucs, des petites ficelles qui sont utilisées comme ça pour offrir du spectacle, ce qui fait que tu as forcément, enfin on a eu en tout cas là c'était le cas, je sais pas moi, un face-à-face Audi R8 face à Panoz LMP1 Roadster, tu vois, rien que dire ça. Donc on est au plein cœur, Le Mans 99, Le Mans 2000, voilà, ça faisait plaisir à voir en piste. Bon, quelques courses du coup moins animées, mais c'était hyper sympa à commenter.
Ouais, je trouve que c'est vachement intéressant ce système-là parce que tu vois, moi je faisais ça avec mon père sur Gran Turismo à l'époque. On se laissait de la marche, celui qui était le plus rapide, il partait avec 30 secondes, bah oui. 40 secondes de retard et on cravachait. Et je trouve qu'on peut le faire sur des disciplines justement où Manu Collard, qui gagne ou qui gagne pas, on s'en fiche. Tu vois, et lui aussi d'ailleurs, il s'en fiche. Ouais, à part pour son ego peut-être. Ouais, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu particulier. C'est pas parce que Audi va gagner qu'ils vont vendre des voitures lundi. non, bien sûr. Tandis que en Formule 1, en WEC, etc., je crois que tu peux moins t'amuser à jouer vraiment sur tout l'aspect réglementaire. Là, je trouve que c'est bien parce que on vise aussi de faire plaisir à la fois aux pilotes parce qu'ils vont se régaler à attaquer, à cravacher, et puis le spectacle. Exactement. Et puis après, il y a plein de trucs qui sont faits aussi pour inciter les propriétaires à venir avec des voitures rares. Donc, il y avait par exemple une F1 GTR qui était engagée en course, donc qui a fait 2 fois 40 minutes. Wow. Donc c'est quand même sympa de voir pendant 40 minutes une F1 GTR tourner. En tout, il y en avait 4 qui étaient présentes. Il y en avait 3 qui faisaient des roulages de privé, baptême de piste, plus quoi, on va dire. Mais il y avait quand même 4 F1 GTR qui étaient présentes ce week-end. Il y avait une Ferrari 312 PB, par exemple, tu vois. Il y avait 2 Porsche 917 authentiques. Enfin bon, c'est un délire, quoi. Je veux dire, tu vois des voitures que tu n'as pas l'habitude de voir ou que tu as l'habitude de voir dans des livres, dans des livres d'archives ou dans des magazines. Donc voilà, c'était top. En plus, il faisait beau, parce qu'on n'a pas toujours eu beau cette saison. Donc oui. Mon actu, c'était ça. Et donc, ça sera ça aussi. En gros, vas-y. L'année prochaine. Non, mais c'est vrai, l'année prochaine, ça sera ça aussi. Et en gros, on peut se faire plaisir sur les meetings Peter Otto parce que je voulais tout simplement dire que le calendrier 2026 était sorti et que si vous êtes du côté de Spa en mai prochain, bah, ça peut être pas mal d'aller à Spa classique. Si on est côté Dijon, début juin, Grand Prix de l'Âge d'Or, il y a le Mans classique, il y a les 10 000 tours. Enfin, c'est un vrai championnat très sympathique. Et puis, il y aura aussi le GT3 Revival Series. Enfin, on en reparlera évidemment, on fera des épisodes historiques en fin d'année. Mais je dois dire que on aime vraiment bien l'historique dans l'endurance. Exactement, donc voilà, Peter Otto, effectivement, le calendrier qui a été dévoilé. En tout, il y a 20 événements qui sont organisés, enfin 20 week-ends de course, qui mixent un peu tout ce qu'on a dit, donc ouais, vous pouvez retrouver ça. Et moi, mon actu, c'est l'actu future. C'est Estoril dans un mois. Ce sera le dernier rendez-vous de la saison Peter Otto. Ah oui, dans le futur. Donc, je me projette là, le futur de l'historique. Donc, ça sera Estoril. Et d'ici là, ce week-end, il y a le Goodwood Revival. Moi, je suis pas au micro, mais l'agence Classique Média est sur le pont. Donc, il y aura des commentaires assurés par Pierre Ivrion, par Julien Ergo, avec notre ami Vincent Franzen qui sera aussi derrière le micro. Tous les 3. Donc voilà, il y a ça ce week-end. Et puis voilà, écoute, c'est donc c'est sur YouTube. Donc ça sera en même temps que le LMS. Tu as 2 écrans, bam, t'as d'un côté Goodwood Revival et puis de l'autre côté LMS, le moderne et l'historique. Tu sais bien comment ça marche. Le LMS, c'est une course de 4 heures. Il y a une intensité, il y a un truc. C'est une course d'endurance sprint. Enfin, ça va très vite. Goodwood, on commence vendredi avec les qualifs, samedi, machin. C'est un truc qui se met plus en arrière-plan, en fond. On l'écoute un peu comme ça de temps en temps. On a moins besoin d'être concentré, donc vous pouvez faire les deux, quoi. Ou enfin le LMS aussi, on peut l'écouter tranquille. Enfin, moi c'est comme ça que je le perçois. Vrai. Voilà. Bah oui, j'ai des invités qui viennent dans la cabine et quand il se passe des choses, évidemment que je colle à l'actu, j'allais dire, et qu'on va s'enthousiasmer. Et puis quand c'est un dépassement pour la 3e place après 22 minutes de course, je dois dire que je vais pas tu baisses un peu le rythme, sauter au plafond. Ouais. Voilà. 3e, 4e, 5e place, j'en sais rien. Voilà, c'est bien, c'est important, on met les choses en place, mais c'est plutôt dans la dernière heure que tout va forcément s'illuminer. donc voilà pour mon actu. En tout cas, c'était bien. Ah, vas-y, à toi. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Non, mais je suis à Silverstone, je vais être content, c'est la première fois que je vais à Silverstone, dis donc. Pour le retour de l'ELMS, ça faisait depuis 2019 que le LMS n'était pas venu à Silverstone. Je crois qu'il y a eu un contrat signé sur plusieurs années. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Silverstone, comme je connais que sur les jeux ou à la télé, là je vais voir enfin le Silverstone en vrai. Et je crois qu'il va y avoir du spectacle. Et tous les pilotes, je le disais la semaine dernière, mais sont impatients de s'y retrouver et de rouler sur ce circuit mythique. Voilà, donc ça m'a quand même bluffé, parce qu'un circuit mythique, oui, évidemment, parce que c'était le premier de l'histoire de la Formule 1 moderne, mais c'est un circuit qui a pas trop de dénivelé, qui est assez plat. Bon voilà, moi j'étais pas plus persuadé, mais ils m'ont quand même confirmé, et ils m'ont un petit peu fait changer d'avis, je dirais. Moi j'ai quand même envie d'y être maintenant. Ah bah non, mais je te confirme que c'est vraiment, en termes de piste, c'est vraiment... c'est un super circuit, ouais, chargé d'histoire, et puis voilà, comme tu dis, on n'a pas le dénivelé qu'on peut avoir à Spa. Enfin, moi, je reviens du Paul Ricard où tu connais, c'est pareil.
À chaque fois, Oui. je dis que le décor est top parce qu'on a les montagnes en arrière-plan. Enfin, moi, j'adore aller au Paul Ricard, mais c'est tristement plat, le circuit. Et Silverstone aussi, oui. mais il y a d'autres atouts. D'accord. Ouais, bah comme le Castellet Oui, oui. d'ailleurs. Moi, je suis toujours content Ah, de le j'adore. Castellet. En plus, les équipes du circuit sont géniales et voilà, c'est un bonheur à chaque fois. Donc, je vais découvrir les équipes du circuit de Silverstone et je te dirai mon ressenti. Bon, j'ai d'autres actus quand même aussi parce que il y a le podcast Trajectoire qui arrive et c'est pour ça que je te disais que Maxime Martin pourrait enfin gagner de nouveau parce que après avoir fait Pierre Van Vliet, et d'ailleurs c'est un épisode qui vous a plu, je sais pas si c'était l'occasion d'écouter Geoffroy, mais franchement si tu ne l'as pas fait, fonce, parce que Pierre, il est exceptionnel. Il me raconte des histoires de malades avec notamment Jackie X sur l'endurance, sur ce qu'il a vécu en tant que fan de Michel Vaillant, sur son évolution, sur sa première fois au Mans. Enfin, bon, magnifique. Vraiment, bravo Pierre. C'est génial, franchement. Il est super. Et comme un Belge, je peux t'en cacher un autre. Eh bien, c'est Maxime Martin qui arrive cette semaine. Ça y est, Bien, très bien. c'est Comme ça, il bon. va pouvoir débloquer son palmarès. Comme tu dis, il va pouvoir gagner à nouveau, c'est ça? Donc là, Mercedes va gagner à Fuji, mesdames et Allez. messieurs. Vous l'avez Ouais, entendu ça c'est ici. une grosse cote, mais ok, je te fais confiance. Ouais, non, c'est une grosse cote. Non, je pense que même moi, je me fais pas confiance. Mais en tout cas, j'espère qu'il va pouvoir débloquer son compteur de nouveau. C'est un pilote exceptionnel. C'est un gars en or, Maxime Martin. Il est top. Un gars platinium même d'ailleurs. Parce que je crois qu'il est platinium, Oh Maxime. bah oui, Mais j'imagine quand même. oui, normalement c'est bon. Mais bah, vous allez voir, comme moi j'ai été un petit peu surpris aussi. Alors avant chaque entretien, je travaille bien sûr le palmarès, les notes, etc. Mais j'ai quand même été bluffé à quel point il n'avait pas d'expérience quand il a débuté. Vraiment, il a débuté de zéro. Et même si son père, son oncle et même son frère d'ailleurs ont roulé, eh ben c'était pas inné dans la famille. Et c'est un peu comme Sarah Bovy. C'est un peu par hasard Ok. que ça se transmet finalement. Ok. Voilà, donc vraiment un super épisode et un super gars et on a parlé de plein de choses, pas que de la course et tu vois, j'ai de l'émotion à en parler parce que vraiment on était en communion, voilà, tous Oh, les bah deux. c'est beau. Bah j'ai hâte de l'écouter alors. Bon, bah vraiment, il est top, tu peux. Et puis, je t'ai parlé de Motorhome, donc ça, c'est une nouvelle émission que j'ai l'ambition de lancer. Alors là, on commence doucement en 2025, fin d'année, pour se mettre les bases. C'est en fait le concept, je vous l'explique ici et j'espère l'expliquer aussi sur les réseaux, plus précisément. C'est vraiment d'aller parler des coulisses du sport méca, quel que soit le sport mécanique, que ce soit de la voiture, de la moto ou autre chose. Et donc, bah voilà, s'intéresser à des sujets qu'on n'a pas forcément de temps pour évoquer. Et bah, cet épisode avec Peugeot, avec Olivier Jansoni, avec Jean-Éric Vergne, hein, qui a accepté de venir aussi dans cette émission, eh bien ça nous permet d'évoquer à la fois le côté budgétaire, le côté développement pour un constructeur, l'aura du championnat, enfin tu vois plein de petites choses. On n'a pas vraiment parlé de performance et de résultats en fait, tout simplement, parce que bah, c'était pas l'objectif. Et voilà, donc vous nous direz ce que vous en pensez. Alors pour l'instant c'est mis en ligne sur la chaîne YouTube Radio Sport, mais qui est pas trop mise en avant, donc c'est un peu compliqué d'avoir des vues. Bon bref, mais en tout cas, on compte sur vous pour nous dire, voilà, ce que vous en aurez pensé. Ok. Eh ben c'était. Parenthèse Eh ben refermée. parfait. Très complet. Belle, Ton belle actu, actu, bah hein. oui, exactement. Bon, alors on va passer à la top question. Moi j'attends le jingle. Tu sais que tu m'as refait vivre des souvenirs hein, avec le jingle top position. Si vous nous rejoignez cette semaine, c'est évidemment pour la top position qu'on a envisagé la top question. Et donc j'adore écouter ce jingle que tu mets évidemment en post-prod. C'est parti. Allez, vas-y, je te laisse On y poser est. cette Ah, question. on y est. Attends, alors je vais d'abord répondre à la question Ah oui, de la pardon, semaine vas-y, dernière. vas-y. Ah bah oui, il y a la top réponse avant la top question. Ah c'est n'importe quoi, mesdames et messieurs. On avait demandé ce qui s'était passé en 82, où la première course de l'année avait été remportée donc par la Rondo, si je dis Ouais, pas de c'est bêtises, ça. c'est ça, hein, dans le championnat du monde, et où deux groupes C avaient été classés et la troisième avait été Ouais. disqualifiée. Et on vous demandait la raison. Et quelle était la voiture surtout et quelle était la Oui. raison. Et enfin je sais pas si on avait demandé la raison. On avait demandé ou pas? Non, je crois que je l'ai dit. Je Non, sais plus. j'avais demandé la voiture et s'ils avaient la raison, ils pourraient nous la citer. Bon, ils ont pas cité Bah, la c'était raison. la Bref, raison, en tout cas, c'est il y a deux vainqueurs. non-conformité de la capacité du réservoir. Si tu la veux. Voilà. Bah merci. Très bien, et c'était une Porsche 936, donc bravo effectivement à Eau Rouge Racing et à Cédric Templet. Enfin, Cédric, c'était quasiment bon. Et il y a juste une inversion, c'est pas la 963C de Bob Volek, c'est la 936 936C, de Bob ouais. Volek. Mais 936C quand même, parce que c'était c'est quasi- 936 fermé, donc ils ont rajouté le C après. c'est vrai.
c'est vrai. Donc, en tout cas, bravo à Cédric et à Eau Rouge Racing parce que voilà, il y a eu le nom correct de la Porsche 936C du team Yost même qui a été ajouté. Donc, merci à vous pour ces bonnes réponses et d'avoir joué, d'avoir tenté votre pari et d'avoir tenté votre chance, pardon. Je ne sais pas ce qu'on fera gagner à l'avenir. Pour l'instant, il n'y a rien à gagner hormis notre respect. Et donc voilà, c'est la top question de la semaine dernière qui a vu deux lauréats. Ça fait un lien avec ce que tu évoquais à l'instant, puisqu'elle était emmenée par Bob Volek, et pas seulement, c'était aussi Jean-Michel et Philippe Martin au volant. Le père et l'oncle de Maxime Martin. Tu vois, je me souvenais plus. Ah ouais, exactement. Qui ont d'ailleurs gagné les 24 heures de Spa. Et c'est rare dans une famille d'avoir effectivement 2-3 générations, je sais pas combien, qui s'imposent en même temps dans une course d'endurance. C'est pas la première fois, mais c'est en tout cas une belle statistique pour eux. Bravo, bien joué pour le lien, tu vois, je l'avais même pas vu venir. Et la top question de cette semaine, on l'a imaginé tout simplement en refaisant un petit peu la récap de ce qui s'était passé à Austin. Et donc je vous ai dit qu'United Autosport avait remporté la victoire avec la McLaren en LMGT3. Eh bien, sachez qu'il y a peu d'équipes dans l'histoire du WEC à avoir remporté des courses en GT et en prototype. Eh bien, on vous demande quelles sont les autres équipes à avoir fait cette performance, outre United Autosport, combien il y en a et quelles ont été les équipes qui ont réussi à la fois à gagner en proto et en GT. C'est pas très difficile, mais c'est un truc de spécialiste quand même. Non, mais... Ah bah on est d'accord, on est entre spécialistes quand même, on est dans l'Endurance Club. Donc voilà, United Autosport a fait une performance que peu ont fait. Donc on vous demande quelles sont les autres équipes à avoir réalisé des victoires en prototype et en GT, en WEC, en championnat du monde d'endurance. Voilà, c'était la top question et on s'y plaît maintenant dans cette phase intéressante. Bon, on a fait du surplus, on a fait un petit peu plus long que d'habitude, mon cher Geoffroy. Je vous laisse un peu plus, oui, c'est bon. Ouais. Allez, très bien. Je vous en mets encore. Parfait, on accepte. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. On est revenu sur cette épreuve d'Austin qui a été bien arrosée. Et on va arroser la 100e course de l'histoire du WEC aussi la fois prochaine à Fuji en fin du mois de septembre. Mais espérons qu'il ne pleuve pas trop quand même, parce que je sais que d'habitude, Fuji est connu pour justement avoir cette météo un petit peu capricieuse. Bon, la semaine prochaine, évidemment, on reviendra sur le LMS. On n'aura pas fait de preview finalement cette semaine de l'ELMS. Non, écoute, c'est pas très grave. Oui, c'est pas très grave. Non. On avait tellement à dire, tu vois, sur ce sujet que... C'est vrai. Bon, quand même, si j'ai bien dit que c'était le retour de l'ELMS, que Panis VDS Racing, ça je l'ai pas dit, mais je vais vous le dire, est en tête du championnat face à l'équipe Genesis Idexport et Genesis Magma Racing. Donc en LMP2, c'est serré. Et puis on a également de belles luttes en LMP3 et en LMGT3. Donc voilà, il faudra être au rendez-vous. J'espère en tout cas que vous y serez au rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'ELMS d'un côté et puis sur la chaîne de Goodwood Revival de l'autre. Exactement. Pour suivre ce week-end. C'est ça, faut faire les deux. Animé. Faut faire les... Bah oui, parce que on aime le moderne et l'historique. Oui, on n'arrive pas à choisir, donc on prend les deux. Et en plus, les deux manifestations vont pas se dérouler très très loin, Silverstone et Goodwood. Donc c'est dommage, Nicolas Minassian était un peu triste de ne pas pouvoir participer parce que généralement, il est à Goodwood pour le Revival. Mais là, il sera évidemment avec l'équipe IDEC pour s'assurer de la bonne tenue de cette course de LMS, où l'on retrouvera donc bien les pilotes habituels évidemment dans cette équipe IDEC, dont Paul-Loup Chatin, que l'on dit peut-être en partance vers un autre constructeur. On aura l'occasion d'y revenir en tout cas. Ça peut se passer en WEC et ça... Je fais un peu de teasing. On en avait parlé la semaine dernière, tu n'étais pas convaincu et j'ai eu des petites infos et a priori, il pourrait rouler en orange l'année prochaine. Bon, à voir en tout cas ce que ça peut donner. Ça paraît être une possibilité pour lui qu'il quitte les Bleus. Merci Geoffroy, merci, en tout cas pour voilà, cette émission, encore une fois, enfin ce podcast, cet épisode. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief des 4 heures de Silverstone. On espère qu'il y aura eu beaucoup de spectacles et puis on aura plein d'infos aussi et plein d'anecdotes et de rumeurs peut-être encore à vous proposer. Et moi j'attends avec impatience ce qui s'est passé pour la Ferrari au Mans. Tu vas me le dire en off et voilà. Et on préparera les soirées spéciales l'année prochaine. Et vous nous dites, en tout cas sur les réseaux, vous pouvez communiquer et surtout commenter sous la vidéo YouTube, sous évidemment les épisodes aussi sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, c'est toujours bien. Un petit pouce bleu, ça c'est sur YouTube. Et puis je sais plus pour le référencement, qu'est-ce qu'il faut faire, un commentaire, le commentaire et puis un super boost, est je sais très pas quoi. Efficace sur les vidéos YouTube, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. D'accord.
Bon, très bien. Eh ben voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Merci en tout cas à vous toutes et tous. Merci Geoffroy. Et puis bah, vous le savez, hein, évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Endurance Club. Si vous faites partie du club de cet Endurance Club, eh bien, on se donne rendez-vous toutes les semaines sur les plateformes et sur YouTube. Salut, salut!